Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons parler de l'apparition qui est un phénomène qui pose beaucoup de questions. Est-ce une simple image produite par l'esprit? Est-ce à contrario une image qui apparaît venant d'on ne sait où? L'apparition est-elle une image de l'au-delà? Est-ce réellement une personne décédée qui s'exprime? Toutes ces questions, évidemment, restent pour le moment sans réponse, mais à la lumière des témoignages que vous allez nous livrer, et avec l'aide de mes deux invités, nous essaierons d'y voir un petit peu plus clair. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Renaud, vous appartenez toujours au groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Oui, donc, c'est... pas viré encore. Manquerait plus que ça quand même. Alors, vous allez être un des deux spécialistes qui allez apporter vos lumières concernant les témoignages que vous allez découvrir. Et avant la fin de l'émission, vous me ferez penser à vous poser la question d'une conférence qui va avoir lieu à l'Institut Métapsychique International bientôt, hein ? Oui, effectivement. Concernant une grande pointure qui s'appelle Stanley Krippner, c'est un grand psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur le rêve télépathique. Bien, donc nous en reparlerons tout à l'heure. Ensuite, Pierre Macias est à mes côtés. Pierre, bonsoir. Bonsoir Louis. Comment vas-tu ? Ça va. Pierre, qui s'occupe du site officiel des aventuriers de l'étrange, psiland.org, psiland.org, site qui fonctionne toujours aussi bien. On vient toujours télécharger. Oui. Voilà, aux environs de 110, 120 téléchargements par jour. De cet ordre-là. Ce qui est vraiment pas mal. Ça prouve que les auditeurs s'intéressent toujours autant aux émissions. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ou écouter en ligne sur Internet les émissions des aventuriers de l'étrange. Depuis le mois d'avril jusqu'à celles de ce soir et celles de demain seront à disposition sur le site psiland.org à partir du milieu de la semaine prochaine. À peu près. Alors, vos témoignages, vous le savez, vous qui avez vécu un phénomène concernant une apparition nous intéresse, vous êtes ici chez vous. Morad est au standard, il attend vos appels, vous pouvez le contacter au 0826 300 300, 0826 300 300. C'est un numéro de téléphone non surtaxé, je m'empresse de vous le préciser. Donc 0826 300 300. Vous pouvez également m'envoyer vos commentaires, vos questions, vos réactions par SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question et vous l'envoyez au 71 200. Ce soir donc, émission entièrement consacrée aux apparitions. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Avant de retrouver nos premiers témoignages de personnes, d'auditeurs, d'auditrices qui ont vécu un phénomène d'apparition, Renaud Évrard, je me tourne vers vous pour faire un petit peu le point sur la situation, mais tout d'abord,
camper un petit peu le décor, si j'ose dire. Première question, qui est une question qui est banale, simple et pourtant très compliquée, j'imagine. Une apparition, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Très bien. Pour commencer, on pourrait dire que c'est une hallucination qui est matérialisée. Ce qui est déjà très contradictoire dans les termes, mais ça donne un peu ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est matériel, mais qui n'est pas toujours perceptible, et qu'une personne ou plusieurs personnes vont pouvoir voir sous des formes très variées. Donc vous avez parlé d'apparitions de fantômes, de revenants, mais le domaine est quand même extrêmement large. Et ça peut aller donc des apparitions religieuses de la Vierge, des apparitions folkloriques, on connaît les fées celtiques, les djinns arabes, les anges, les dragons en Extrême-Orient. On voit aussi dans plus récent ou plus moderne les ovnis, qu'on peut aussi aborder comme des formes d'apparition, surtout quand on a des ovnis complètes avec des humanoïdes et tout ce qu'on imagine. Ouais. Et vous avez aussi, comme vous avez dit, de ces apparitions dans des lieux de hantise ou ces apparitions qui sont reliées à la mort ou à un accident tragique d'un proche qui sont les hallucinations télépathiques ou les fantômes de vivants. Le phénomène d'apparition apparaît donc n'importe où. Je veux dire, il n'y a pas de lieu particulier pour une apparition. C'est aussi divers que varié. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut se produire pour une personne, comme ça, tard dans la nuit. Mais il y a aussi effectivement des lieux qu'on peut penser qui sont plus propices on recense, on compte plus d'apparitions dans ces lieux-là. Alors, c'est toujours les questions de quelle est la part du lieu et quelle est la part de la légende qu'il y a autour, du vécu sociologique qui entoure tout cet événement. Oui. Alors, une apparition, j'en parlais tout à l'heure avant de commencer cette émission avec Benoît Cosset. Est-ce que c'est une image qui est dans notre esprit ou est-ce que c'est une image indépendante de celui ou celle qui la voit? Alors, quand les gens voient une apparition, dans leur perception, c'est toujours quelque chose d'indépendant et d'autonome, malgré le caractère assez intelligent et parfois assez relié avec leurs propres idées qu'ils ont à ce moment-là. Mais pour eux, c'est extérieur. Donc, toutes les tentatives pour rapprocher, pour dire que finalement, ce n'est que dans votre tête, parce que, par exemple, je ne le vois pas, ça, c'est des choses qui sont quand même mal vécues par les personnes. Donc on va prendre une position de dire simplement c'est une forme d'hallucination. Donc certes c'est quelque chose qui tournerait autour de la psychologie de la personne, mais comme ça peut parfois temporairement et même collectivement se matérialiser pour un groupe d'individus, il y a quelque chose de à la fois matériel et à la fois psychique. C'est-à-dire que un groupe d'individus peut apercevoir la même chose, qui est une apparition. Oui, alors qu'ils sont tous différents, évidemment. Et c'est justement, c'est une des grandes objections à la réduction de toutes les apparitions au thème de l'hallucination. Oui. La deuxième grande objection, c'est des traces matérielles enregistrables qu'on a pu obtenir, par exemple en essayant de provoquer des apparitions, comme ça a pu se faire du temps de la métapsychique début du XXe siècle, avec les ectoplasmes, en fait, donc des productions de fantômes en laboratoire, avec des tentatives, comme des moulages ectoplasmiques, pour récupérer des traces de ces fantômes, de ces matérialisations. Ouais. Il y a des photos, et quand je dis photos, c'est-à-dire des preuves tangibles, fiables, quoi. Je veux dire vérifiées, non trafiquées, de la production de ces phénomènes. Alors ça reste très controversé parce que tout ce qui est photo, film et les autres traces dont j'ai parlé sont pas reconnues par toute la communauté scientifique, et c'est vrai que c'est pas des choses qui sont convaincantes en soi. C'est vraiment, il y a toujours du flou, il y a toujours une sorte de phénomène de dispersion de quelque chose de l'image. Par contre, il y a des vrais témoignages de scientifiques regroupés ensemble au cours de séances. Il y a toujours des choses comme ça, mais il y a toujours un contre-argument qui serait l'hallucination collective, qui est un peu le rempart des psychologues et des scientifiques en général face aux apparitions devant des dizaines de personnes, quoi. Mais si une apparition, je veux dire, éprouvée, ça remet quoi en cause?
ça remet en cause une sorte de métaphysique qui est la nôtre et qui sépare complètement l'activité de la pensée et de la matière, en fait. Là, on rentre dans un processus qui est celui de l'idéoplastie, c'est-à-dire la force ou la puissance des idées sur notre environnement proche. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est difficilement vécu en Occident, pas forcément en Orient, et ça remet justement en cause cette séparation entre le réel, l'imaginaire, et le corps et l'esprit, voilà quoi. Ouais. Pierre Massias. Oui, sur les apparitions qui seraient... Bonsoir Renaud d'abord. Bonsoir. À propos des apparitions qui auraient une apparence objective, matérielle, ouais. L'apparition d'une sorte de fantôme qui aurait cette consistance matérielle ne permet pas d'aller dans le sens de la survie, dans la mesure où, dans les expériences d'ectoplasmie du début du XXe, l'ectoplasme qui était produit par les médiums pendant les séances ne représentait pas quelqu'un de décédé. On ne peut pas le rattacher directement à quelqu'un de décédé. C'est une production qu'on peut dire de type psychokinétique en allant un petit peu plus loin. Du médium, quoi. C'est lui qui le crée, ça. Du médium. D'accord. Okay. Donc l'apparition en elle-même, l'apparition fantomatique, ne va pas quand même prouver l'existence d'une survie. D'accord, oui, tout à fait. Par ailleurs, dans les, si je me souviens bien, tout de même, il n'y a pas de preuve formelle au sens, j'allais dire scientifique du terme. Ce serait aller trop loin que de dire ça. Disons qu'il n'y a pas de preuve admise par la communauté scientifique de l'aspect, de la caractéristique paranormale des ectoplasmes, pour autant que on accepte l'existence même des ectoplasmes. On ne peut pas dire le contraire, puisque ça a été quand même produit devant des scientifiques de renommée mondiale. L'ectoplasme a existé au moment des séances d'ectoplasmie de l'époque. Ouais. Maintenant, à savoir si c'était du trucage ou pas, il y a quand même dans les productions ectoplasmiques certaines productions qui sont quand même extrêmement caractéristiques. Il y en a une qu'on cite régulièrement, qui est la production de mains d'hommes, mais de la taille de mains d'enfants. Ce qui n'est de mains d'adultes, mais d'adultes, mais taille enfant, quoi. Enfant. Voilà. C'est-à-dire avec les caractéristiques d'une main d'adulte. Il y a d'autre part. Et pas des mains de nains, hein, parce qu'elles ont été étudiées justement. Justement. Les empreintes de ces mains ont été étudiées. Et, il n'y a absolument pas de phénomène de nanisme, comme l'on dit dans ce cas-là. C'est des mains d'adultes, mais taille réduite, quoi. Voilà, exactement. En réduction. Et aussi le contrôle de ces expériences à l'époque était quand même assez dur, assez rigoureux, jusqu'à contrôler l'origine des moulages de ces ectoplasmes qui étaient faits à ce moment-là par l'utilisation d'un produit spécifique dans la cire qui servait à fabriquer le moulage au cours d'expériences d'ectoplasmie. Ce qui enlève la possibilité d'apport dans la salle d'expérimentation de moulage préfabriqué par le médium. Alors revenons aux apparitions telles que on les entend, c'est-à-dire un phénomène qui montre une personne décédée ou pas. Quelles sont les hypothèses des chercheurs dans ce domaine pour essayer de comprendre? C'est uniquement une image mentale à ce moment-là, Renaud? Alors ça dépend qu'est-ce qu'il y a à comprendre. C'est-à-dire que si on a souvent le cas des apparitions d'une personne qui est en train de mourir ou qui vient de mourir. Et là, donc, il y a une sorte de coïncidence significative qui se rajoute et les personnes comprennent ça comme une sorte de message ou un adieu. Alors que depuis plus de 100 ans, on avait fait l'hypothèse, donc des chercheurs en psychologie, en parapsychologie, que c'était une forme de mise en scène d'une perception télépathique. Voilà. Et donc là, on a vraiment une sorte de projection imaginaire. C'était pas une perception en tant que telle, mais une percipience ou vraiment quelque chose de niveau télépathique. Une percipience, c'est simplement le terme pour dire une ESP, enfin une perception extrasensorielle en fait. D'accord. Voilà. Oui. Voilà. Ok. Donc là, l'hypothèse, ce serait ça en fait. Oui, ça ce serait une des possibilités. Et c'est vrai que l'autre partie là on est dans la métapsychique intellectuelle ou vraiment au niveau des pensées, mais qu'on
Pierre Massias a parlé de psychokinèse, et c'est vrai que toutes ces recherches qui ont été oubliées complètement sur l'ectoplasmie, montraient quand même qu'il y avait un versant complètement matériel et complètement prégnant de ces apparitions, et donc du coup on devait vraiment jouer sur les deux tableaux et prendre en compte aussi tout cet aspect complètement psychokinétique, donc c'est tout à fait un autre domaine de recherche. Ouais. Nous allons faire une première pause pour rentrer de plein pied dans le sujet, donc le dossier de ce soir, les apparitions, avec un premier témoin. Il s'agit de Suzette qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes. Une pause et ensuite on se retrouve. Vous pouvez, je vous le rappelle, comme David l'a fait ce soir et encore un autre auditeur déjà, nous envoyer une réaction, un commentaire par SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. Je serai volontiers votre porte-parole. À tout de suite. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Les apparitions, c'est le sujet des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir. Renaud Évrard et Pierre Massias sont en ma compagnie pour essayer de comprendre un petit peu ce que ceux et celles qui vont nous appeler au 0826 300 300 ont vécu ce soir. Je rappelle que Morad est au standard pour vous accueillir. Suzette est en notre compagnie. Bonsoir. Allô ? Suzette, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? Allô, 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 allô ? On entend des mouvements de Suzette, mais pour le moment. Et pourtant, vous voilà, oui. Nous vous retrouvons. Vous allez bien ? Oui, très bien. Merci de nous rejoindre, Suzette, ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Oui. Alors vous avez vécu plusieurs cas d'apparition. Oui. Alors, on va commencer par le début, par le commencement, comme dirait la palisse. Oui. Votre premier cas d'apparition, c'était quand et dans quelles circonstances ? Alors, c'était après la mort de mon papa. Oui. Et je séjournais chez ma maman. Et j'ai dormi dans la chambre où mon père était décédé. Oui. Quelques années auparavant. Mm-hmm. Ah oui, donc ça faisait plusieurs années qu'il était décédé. Plusieurs années, oui. D'accord, oui. Et donc, vers le matin, il y avait un peu de pénombre et je me suis réveillée subitement parce que je sentais une présence. Et mon père était au pied du lit, habillé, comme s'il était rentré dans la chambre. Et il me regardait, étonné. Une autre fois, ça a été le papa de mes enfants. Attendez, avant de parler des autres apparitions que vous avez vécues, la première fois, ça a été donc dans la chambre où votre père est décédé, oui. C'est ça. Oui. Et vous étiez réellement réveillé lorsque vous l'avez... Oui, réveillé, oui, justement, c'était vers le matin. Oui. Et justement, je me suis réveillée parce que je sentais une présence. Mm-hmm. Et c'était pas la première fois que je vois des présences dans ma chambre comme ça. Oui. Donc vous sursautez comme si quelqu'un rentrait dans la chambre et puis vous sentez qu'il y a quelqu'un Et puis j'ai ouvert les yeux, puis j'ai vu mon père qui était là, il me regardait, souriait. Et comment dirais-je, votre père était en couleur, était comme si j'avais eu quelqu'un devant moi, comme s'il avait été vivant et qu'il était devant moi, oui. Habillé, il portait une casquette, souvent une casquette, et donc il avait sa casquette comme s'il était habillé tous les jours. Absolument pas transparent, l'image était claire, je veux dire, c'était... Pas du tout. Comme s'il était réellement là. Réellement. Et ça a duré combien de temps cette... Ça a duré quelques secondes. Le temps que je le regarde et qu'il s'aperçoive que je le regarde. Mm-hmm. Et là, hop, il a disparu. Il a souri, il a disparu. Est-ce que excusez-moi Suzette de vous poser cette question précise, mais est-ce que la disparition a été immédiate ou est-ce que ça s'est, comme vous savez, effacé progressivement ? Non, elle a été immédiate. Tac, hop, voilà. Il a disparu comme ça immédiatement. Oui, comme quand on éteint une lumière ou une image s'arrête, Tout à fait. Et ça vous a fait penser à quoi, vous ? Eh ben, disons que... Votre analyse, je veux dire, de ça. Je n'étais pas surprise, parce que j'ai
eu d'autres apparitions de personnes que je ne connaissais pas, étrangères. Oui. Et donc, au début, c'est sûr que ça surprend parce que vous sentez quelqu'un qui se penche sur vous. Et donc, ça surprend, mais après, on s'habitue. C'est terrible à dire, mais on s'habitue. Et mentalement, je parle. Mentalement, hein. Je ne leur adresse pas la parole et eux ne parlent pas non plus. Hein. N'émettent pas de son, quoi, vous voulez dire. Pas du tout. Oui. Pas du tout, mais où ils me sourient. En général, ils me sourient. Oui. Et ils disparaissent. Mais dites-moi, Suzette, quand je vous ai demandé la première apparition que vous avez vécue, vous m'avez dit celle de votre père. Oui. Vous en avez vécu avant ou pas? J'ai eu des prémonitions avant, mais je n'ai pas vu personne. Et j'en ai eu après. D'accord. Donc, après mon père. C'est comme si ça avait été un déclencheur, cette première apparition. Tout à fait. Et disons que après, ça s'est reproduit exactement la même chose. Exactement la même chose, mais pas dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire, racontez-nous ça. C'est-à-dire que le père de mes enfants est décédé à 45 ans. Et 3 ans après, bien entendu, j'ai bien calculé, après sa mort, ça faisait 3 ans. J'habitais en immeuble. Oui. Je rentrais, j'allais franchir la porte d'entrée. Et il y avait des demi-paliers. Et là, c'est pareil, hein, je rentrais de course. Et j'ai senti une présence au-dessus, au demi-palier au-dessus de moi. Et je me suis retournée et j'ai vu le papa de mes enfants qui était mort 3 ans avant. Et là, c'est pareil, il me regardait tout habillé, comme s'il avait été vivant. Hein. Oui. Et il me regardait, il souriait. Et aucun contact, juste aucun comme ça, c'était... Aucun contact, il m'a simplement souri. Parce que lui ne croyait pas à ces choses-là. Et moi, j'avais souvent des prémonitions comme ça, d'accidents ou de plusieurs choses. Oui. Et donc, il ne croyait pas à ces choses-là. Et je ne sais pas, est-ce que du fait que il s'est rendu compte, je sais pas, dans l'au-delà, peut-être que je voyais les morts. Donc, est-ce qu'il m'a apparu à cause de ça? Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Et là, comme l'apparition de votre père, cette apparition a été fugitive, quoi. Ça a duré quelques secondes et elle a disparu. Exactement la même chose. Et hop, il a disparu comme si l'image s'effaçait. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez vécu d'autres phénomènes d'apparition? Oui, aussi. Alors, j'ai eu de collègues qui était la dernière de sa famille, quoi. Après elle me disait que le jour où elle mourrait, à son enterrement, il y aurait personne, parce qu'elle était la dernière de sa famille. Oui. Et donc, comme je travaillais dans une grosse société que je nommerai pas, bien entendu, le jour où elle est décédée, parce qu'elle est tombée très malade, le jour où elle est décédée, elle a eu, bien sûr, toutes les collègues de la société, les voisines, les amis qui habitaient autour de chez elle, qui sont venus à son enterrement. Oui. Et donc, moi, j'étais au premier rang, hein, c'était dans l'église, j'étais au premier rang, et tout d'un coup, hop, elle m'a apparu à côté du cercueil. Et en plus, elle avait une attitude assez timide, et donc elle croisait ses mains devant elle, et elle baissait un peu la tête tout en regardant la foule, et c'est pareil, là aussi, elle souriait. Et je pense qu'elle était très heureuse de voir que l'église était remplie de monde. C'est très joli en plus, ça, comme histoire. Oui, c'est vrai. Et là, je peux vous dire que les larmes ont coulé en la voyant là, à côté. C'était très émouvant. Oui. Et comme les autres apparitions que vous avez vécues, celle-ci a aussi été fugace, c'est quelques secondes seulement. Pareil, exactement la même chose. Exactement la même chose. Oui. Et c'est assez difficile à expliquer aux gens qui ne le croient pas, qui ne croient pas à ce genre de choses. Hein. Ouais. On ne peut pas le trop divulguer parce qu'on vous prendrait pour quelqu'un un peu d'anormal. Évidemment. Et pourtant, ça s'est reproduit plein de fois. Vous avez eu encore d'autres phénomènes d'apparition? Oui, une fois aussi, j'étais assez souffrante et je séjournais chez mon frère à la campagne. Et donc la veille, on avait appelé le médecin parce que j'étais pas très bien. J'étais un petit peu dépressive. Hein. Et puis vers le matin, j'étais dans une chambre au premier étage
Et vers le matin, bon, j'avais été très mal, on avait appelé le médecin et tout la veille. Bon, j'avais pris aucun médicament, je le précise. Oui, oui. Et donc, bon, je me reposais. Et puis vers le matin, toujours vers le matin, à la pénombre, il y avait une dame habillée tout en blanc, blonde, les cheveux un peu au carré, et qui tournait autour de mon lit. Et quand j'ai ouvert les yeux, bon, parce que j'allais sûrement mieux aussi, je me sentais un peu mieux. Oui. Hop, c'est pareil, elle a disparu. Et lors des 3 premiers phénomènes d'apparition, qui sont espacés de plusieurs années quand même, hein, les uns des autres. Oui, et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, tout à fait. Oui. Est-ce que vous étiez en période de dépression ou vous alliez bien, enfin, c'était non, normal? Parce que à chaque fois, c'était différent. Différent. Bon, pour mon père, c'est vrai, j'adorais mon père. Et bon, non, j'étais bien là. Bon, je me faisais à l'idée qu'il n'était plus là. Bien sûr, et puis ça faisait 3 ans qu'il était décédé également. Oui, pour le père de mes enfants, c'était en pleine journée, hein, donc j'avais l'esprit occupé, je revenais des Tout courses. à fait. Ouais. Je pensais pas du tout à lui. Et puis pour ma collègue, pareil, elle était proche, oui, mais c'était aussi différent. Oui. Suzette, vous restez avec nous, on s'accorde une petite pause et ensuite on discutera de tout ce que vous avez vécu avec mes invités Pierre Massias et Renaud Évrard. Si vous-même vous avez vécu un phénomène d'apparition, n'hésitez pas à me contacter au 0826 300 300. Morad est au standard pour vous accueillir, 0826 300 300 ou encore par l'intermédiaire de votre portable, un SMS que vous envoyez au 71 200, vous tapez Sud sur votre portable et vous envoyez votre commentaire, votre question, votre réaction ou encore votre numéro de portable si vous voulez que l'on vous rappelle. À tout à l'heure. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Suzette est en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange. C'est notre premier témoin qui a vécu plusieurs phénomènes d'apparition. Pierre Massias, Renaud Évrard sont en ma compagnie pour analyser ce témoignage et essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Suzette, je vous confie à Renaud Évrard qui est en notre compagnie. Renaud, que pensez-vous donc peut-être faut-il prendre d'ailleurs ces phénomènes d'apparition les uns après les autres. Qu'en pensez-vous? Oui, bonsoir Suzette. Bonsoir. C'est vrai que le premier phénomène qui arrive est pas forcément celui qui sera le plus décisif d'un point de vue scientifique, mais je cherche pas forcément à nous convaincre. Mais dans ce qui se passe là, il faut savoir qu'il y a des hallucinations qui sont possibles tout à fait normalement, sans prise de stupéfiants, sans rien du tout, au moment du réveil ou au moment de leur endormissement. Et il peut se passer que des images de rêve ou alors persistent et s'imprègnent dans la réalité, se projettent en fait. Et donc dans un moment de réveil, et donc c'est la première apparition avec votre papa et aussi l'apparition de la Dame Blanche, la toute dernière que vous avez racontée. Oui. Il arrive justement donc qu'il y a des hallucinations comme ça très fugitives de mélange entre rêve et réalité. Donc là, de point de vue extérieur, on peut pas vraiment décider. C'est sûr que vous avez vu une image très complexe, même si très fugitive, et qui recomposait en fait un souvenir et qui vous aidait dans un moment de deuil. Mais ensuite, c'est intéressant comment vous approchez de la chose d'une façon très calme, très sereine, et vous donnez cette impression maintenant, quoi. Mais c'est vrai que vous, comme vous dites, vous avez dû vous habituer à cette perception. Tout à fait. Et ce qui vous a pas forcément aidé, ce que j'ai entendu, c'est que autour de vous, on partageait pas ça. Votre entourage, personne n'a vu les mêmes apparitions que vous. Ah bon? Et pourtant. Voilà. Et donc, comment vous vivez ça? Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un corrobore un peu ce que vous avez vu? Oui, c'est arrivé parce que bon, les gens ne croient pas forcément à ce que je dis, mais bon, j'évite d'en parler aussi, hein. J'évite d'en parler aux gens qui n'y croient pas, hein. C'est vrai. Vous avez quand même la possibilité de partager ça avec quelqu'un, avec des amis. Oui. Et puis dans ma famille déjà, je pense que c'est une hérédité, hein. Mais ma grand-mère et ma maman voient ce genre de choses aussi, hein. Puis bon, j'ai d'autres phénomènes aussi.
comme du magnétisme, des prémonitions. Je ressens les accidents avant qu'ils arrivent. Enfin bon, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec ce que vous me demandez, mais c'est-à-dire que il y a vous avez autre chose, quoi, à côté. Vous avez une grande sensibilité, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Et Renaud, là vous avez parlé du premier phénomène d'apparition et le dernier, mais qu'en est-il de celui concernant la collègue par exemple décédée ou encore de son mari? Vous étiez séparés de votre mari lorsqu'il est décédé? Oui. D'accord. Et lui par contre il n'y croyait pas à tout ça. Quand je lui disais oh là là, on va pas quelque part, non, on va avoir un accident, alors il se fâchait. Il se fâchait parce que il savait très bien dans le fond que j'avais raison. Ouais. Et donc il ne voulait rien entendre de tout ça. Et puis je sais pas, est-ce que du fait qu'il est décédé, il est revenu me dire un peu un pied de nez en disant ben tu vois, t'avais raison. Finalement, tu avais raison. Oui, là, dans cette apparition, c'est vrai qu'il manque le son, quoi. Et à partir de là, on peut élaborer n'importe quel message, et celui qui vaudra le plus, ce sera le vôtre. La signification que vous arriverez à mettre là-dessus, c'est vrai que vous sentez, on sent le conflit existentiel dont vous parlez, de vous retrouver avec un homme qui croit pas à tout ce qui vient finalement de votre famille, qui est un peu votre secret, mais aussi votre héritage. Oui. Et donc là, il y a peut-être des choses comme ça qui se règlent, même très futillement. Il suffit de faire apparaître cette image pour que ce soit un déclic psychique. Et dans le cas avec votre collègue également, c'est peut-être ensuite vous pouvez lâcher vos émotions et pleurer. Oui. Il y a eu aussi ce petit déclic. Et c'est vrai que l'apparition du défunt proche du cercueil, c'est quand même une tradition de millénaire, quoi. C'est quand même un contexte qui favorise ce genre d'apparition, surtout qu'on est déjà dans un état affectivement assez, on a gros, quoi. Oui. Pierre Macias. Oui, bonsoir Suzette. Oui, bonsoir. J'aurais aimé vous demander, enfin vous l'avez grosso modo dit, mais quand vous avez vu cette apparition de votre collègue à côté du cercueil, a priori, est-ce que vous étiez la seule à l'avoir vu ce jour-là? Je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question aux autres, mais je sais que mes collègues qui étaient à côté de moi ont été très étonnés de mon attitude parce que je me suis mis tout d'un coup à pleurer, j'ai eu un sanglot et elles m'ont regardé surprise de se demander ce qui m'arrivait, quoi. Enfin, elles supposaient que bon, j'étais peinée par la mort de mon ami, de ma collègue, mais je ne pense pas, non. Et puis j'en ai pas parlé, surtout pas. Oh là là, j'aurais été peut-être ridicule, j'en sais rien, mais moi je l'ai bien vu toujours. Oui. Et comme il y avait du monde, excuse-moi Pierre, juste une petite parenthèse, comme il y avait du monde, s'il faut dans l'église, il y a peut-être 2 personnes qui ont vu c'est toujours possible. La même chose, mais l'une et l'autre n'osent pas en parler de peur de paraître ridicule. C'est bien possible. Eh oui, tout à fait. C'est bien possible. Ouais, Pierre. Oui, j'aurais aimé vous demander aussi, parce que ce sont des apparitions vraiment très très fugitives qui durent quelques secondes. Oui. Et encore pour donner un temps. Vous personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté ce genre d'apparition, enfin ces apparitions en elles-mêmes? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Je sais pas. Au début, bien sûr, ça paraît bizarre. Bon, on se dit pourquoi moi je vois les morts, les gens qui sont déjà morts et d'autres pas, quoi. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je vis avec. Je vis avec, et puis ça m'arrive souvent de parler aux gens qui sont déjà décédés, surtout à mon père. Je lui pose beaucoup de questions. Quand j'ai pas de réponse, je pose la question et j'attends. Et puis ma réponse, elle arrive toujours tout de suite d'un coup, comme ça. Je pense que je dois communiquer avec eux. J'en suis même certaine. C'est un questionnement sans image, sans apparition. Oui. C'est comme chacun d'entre nous peut s'adresser dans certaines circonstances à des personnes assez chères disparues en quelque sorte. Tout à fait. Oui. Par ailleurs, vous nous dites que vous avez une grande sensibilité. Vous pensez avoir des facultés de magnétiseur et vous avez vécu des prémonitions. Oui. Donc a priori, vous pratiquez le magnétisme? Un peu, oui, mon entourage, oui, quand ils sont pas bien, quand ils ont des douleurs, quand ils ont mal, quand des brûlures aussi.
Oui, même moi-même, je me fais partir les brûlures si je me brûle. Ouais, ça c'est Mais bien pratique. brûlé, Oui. Après, la trace, on voit plus de traces. Le lendemain, il n'y a plus rien. Oui. Pourtant, je me suis bien brûlée avec le four quand je fais ma cuisine, quand je fais des gâteaux. Oui. Et là, actuellement, s'il y a des personnes qui souffrent, qui ont des douleurs, et je n'ai qu'à poser les mains, je fais l'imposition des mains, et puis les douleurs s'atténuent et se calment, et vont jusqu'à disparaître. Ouais. Et vous nous avez cité quelques... Attendez, pardon, je vous entends pas très bien. Pardon, là vous Il y a un m'entendez? chien qui aboie pas très loin. Excusez-moi. Nous vous en prie. Vous nous avez parlé, Suzette, de prémonition. Oui, aussi. Est-ce que vous pouvez nous citer un cas de prémonition? Un cas très frappant. Oui. J'étais dans une situation où, à l'époque, j'avais 18 ans. Et je sortais de l'école et donc je travaillais en usine, je faisais des anoraks. Donc c'était, pour vous dire la situation, vous avez la situation. Je travaillais à la chaîne, je faisais des anoraks à la machine à coudre. Donc j'étais très prise dans mon travail. Et à cette époque, je vivais encore chez mes parents. Et mes parents, le matin, ont dit, bon, nous allons chez ta sœur qui habite à 60 km. Ils partaient avec leurs petites 2 chevaux, ils partaient le matin et ils allaient rentrer le soir. Oui. Et moi, je pars à mon travail et vers 10 heures, parce que j'ai bien regardé l'heure, vers 10 heures, tout d'un coup, j'ai eu comme un malaise et un pressentiment et je voyais la scène qui se déroulait, mes parents qui étaient dans la 2 chevaux et la 2 chevaux qui faisaient des tonneaux et je me suis dit, ah là là, ils ont eu un accident. Mais ça a été aussi une fraction de seconde. Mais j'ai senti comme un malaise qui a fait que je me suis arrêtée de travailler. Bon, donc après, on se dit, oh, c'est mon imagination, c'est complètement ridicule. Bon. Et puis le soir, voilà que je rentre chez moi. Et puis qu'est-ce que je vois? Je roule, j'avais une petite mobilette, je roule, et qu'est-ce que je vois? Une ambulance devant moi. Oh là, je dis, c'est quoi ça? Et je vois le rideau de l'ambulance qui se lève, et je vois ma maman dans l'ambulance. Et j'ai dit, voilà, je me suis pas trompée. Et en effet, mon père avait eu des côtes cassées, il avait été projeté de la voiture avait fait des tonneaux, parce que s'il n'avait pas été sur le côté de la route, il rentrait sous un camion et ils étaient tués. Oui. Et donc, ils ont eu vraiment l'accident vers 10 heures. Au moment où vous l'avez ressenti, quoi. Pardon? Au moment où vous l'avez ressenti. Ah oui, exactement à la même heure. Et donc, en effet, ils avaient eu un accident vers 10 heures du matin. Ouais. Et c'est pas la première fois, parce qu'une autre fois aussi, nous allions chez des amis, et avant de partir, j'ai eu un malaise, et j'ai dit, oh là là, on va avoir un accident. Mais cette fois-ci, je n'ai rien dit, parce que j'étais encore avec le père de mes enfants, et j'ai dit, tais-toi, parce que tu vas te faire gronder. Donc, j'ai rien dit, mais j'ai senti qu'on allait avoir un accident. Et j'ai dit, bon, tant pis, je me trompe peut-être. Et nous sommes partis en voiture avec nos amis. On va sur l'autoroute, il se passe rien. Je lui fais, ouf, tant mieux, on n'a rien. On n'a pas eu d'accident. On sort de l'autoroute, on prend une bretelle. Bon, une voiture qui arrive en face, qui nous rentre dedans, on a eu toute l'aile arrachée, on a eu un accident. Ça doit être. Alors, je vous pose la question. Je vous pose la question, Suzette, parce que ça doit être terrible de monter en voiture, en sachant, parce que vous connaissez évidemment. Vous savez que quand vous avez ce genre de pressentiment, en règle générale, ça se passe, quoi. Ça doit être terrible de ne rien dire, de serrer les dents, de monter en voiture, en sachant pertinemment que vous alliez avoir un accident. Tout à fait. Oui, ça fait peur parce que bon, quand vous savez que vous êtes avec vos enfants, tout ça, et puis que vous risquez la vie de tout le monde, quoi. On risque notre vie, hein, et qu'on peut rien dire, c'est sûr. Mais à la fois, je me fais violence en disant bon, mais ça va pas être à chaque fois comme ça. Bon, c'est pas à chaque fois comme ça, mais j'ai souvent des pressentiments de quelqu'un. Par exemple, j'habitais le Tarn parce que j'ai pas mal voyagé. Oui. J'habitais le Tarn et nous étions dans un lotissement. Et la veille, j'avais l'impression que j'allais mourir. Mais alors vraiment mourir. J'étais très très mal et je disais je vais mourir.
Et c'est parce que je sentais la mort qui était pas très loin de chez nous. Oui. Et le lendemain, bien entendu, j'ai appris la mort d'un petit jeune homme qui habitait à 2 maisons plus loin, qui s'était tué en moto Oui. à ce moment-là. Et donc, Oui. mais j'ai ressenti la mort très très fort. Et puis alors, dans ces moments-là, vous vous sentez très très mal. C'est terrible, c'est terrible. Oui. Renaud Évrard, que pensez-vous de là, on s'éloigne évidemment du phénomène d'apparition, bien sûr. mais là, enfin, on touche peut-être au phénomène paranormal. Qu'en pensez-vous, Renaud? Oui, effectivement, c'est plus facile à valider parce que là, on a des coïncidences significatives et donc des corrélations avec des événements, des gens qui peuvent témoigner et tout ça. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à chaque fois, c'est sidérant de cette capacité à, même si ça marche pas à tous les coups, comme le dit Suzette, parce que j'imagine qu'elle doit se dire parfois aussi à d'autres moments, tiens, je me sens pas mal, je me sens pas très bien, il y a encore d'autres angoisses qui se concrétisent pas toutes, et donc il y aurait une part aussi de chance, enfin de malchance ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que ça doit être poignant au niveau intérieur. C'est quelque chose que moi-même j'ai pas connu, donc c'est très étonnant à entendre. Oui, Pierre. Oui, ce que nous raconte Suzette, ça fait penser à tout un ensemble, à un environnement, un contexte de situations, des facultés de magnétiseur, une faculté de prémonition. En même temps, à côté, on voit, des apparitions. Bon, il est pas de propos de vouloir fournir une explication, mais j'étais en train de me demander si en fait, sur la base de phénomènes psy tels qu'on l'entend dans la parapsychologie, c'est-à-dire magnétisme et prémonition, ça mettrait en évidence chez vous donc cette sensibilité particulière du psy qui pourrait se manifester aussi à travers ces apparitions, mais pas en tant qu'apparition d'êtres défunts, mais en tant qu'apparition, c'est-à-dire concrétisation, je dirais, d'une part de vos désirs, de vos sentiments, de l'envie de retrouver ces disparus. Si vous voulez, là, au niveau de ces apparitions, je ne vois pas de finalité à l'apparition. Il n'y a pas de message délivré. Il n'y a pas une attitude qui va dans un sens, qui a un objectif qui semblerait déterminé. C'est pas un phénomène de voyance que pourrait produire Suzette, comme ses prémonitions, qui se transforme par une apparition. Non, pas un phénomène de voyance, parce qu'il n'y a pas de communication, d'information particulière. Oui. Aucune de phénomènes d'apparition n'a été suivie de quelque chose de particulier. Vous n'en avez pas souvenir, Suzette? Non, pas du tout. Voilà. C'est venu n'importe quand, n'importe quel moment. Pas du tout. Il n'y a rien qui a fait que... Surtout qu'en plus, j'étais prédisposée à ça. C'était loin. Enfin, il n'y a pas eu de décès puisque l'apparition du papa de Suzette, c'était 3 ans après. L'apparition de votre ex-mari décédé, c'était donc plusieurs années après, je crois aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc, parce que mon papa est mort en 83 et le père de mes enfants est mort en 93. Oui, donc, effectivement. Ça n'a rien à voir, non. Oui, tout à fait. Sauf peut-être avec cette dame qui est décédée, dont vous avez vu l'apparition le jour de son enterrement. Oui. Où là, et 3 jours avant, nous avions été au théâtre. Je l'avais invitée à aller au théâtre. Et bon, je la sentais mal et... Oui, mais voilà. là, c'est vrai j'ai pas senti sa mort arriver. Là, vous l'avez pas senti en revanche. Non. Pourtant, elle était proche de vous. Oui. C'était quelqu'un de proche, quoi. Elle est devenue un peu une amie. Oui, bien sûr. Et puis comme elle était, disons, assez affaiblie, par une chimio qu'elle faisait. Oui, en plus. Donc, si vous voulez, je lui avais proposé de venir à la maison parce qu'elle vivait toute seule. De venir à la maison, se reposer, surtout quand elle faisait ses séances de chimio. Et elle m'avait dit oui, je veux bien. Si vraiment je suis très mal, je veux bien venir chez toi. Pour que tu m'aides, quoi. Parce que bon, c'est vrai que j'ai tendance à aller au-devant des gens qui souffrent, qui sont malades,
Et je ne sais pas pourquoi, c'est dans ma nature, quoi. Oui. Vous êtes tourné très souvent vers les autres. Ah oui, et régulièrement. Et encore là, aujourd'hui, je fais un métier qui me va à merveille. Parce que vous vous occupez, vous donnez aux autres, quoi. Oui, Ouais. j'ai toujours fait ça. Ouais. Je ne pense pas du tout à moi. Je veux faire toujours plaisir et aider toujours les autres. Pierre. Oui, quel métier faites-vous, Suzette? Alors là, actuellement, je suis aide à domicile et je m'occupe des petites mamies, des petits papis. Et vous faites ça sûrement très bien. Ah oui, ça me plaît énormément. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai un travail qui me plaît énormément. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ma chère Suzette, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Eh bien écoutez, c'est avec plaisir et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, au revoir. À vous aussi. 0826 300 300. Si, comme Suzette, vous avez vécu un phénomène d'apparition, n'hésitez pas à nous appeler. Morad est au standard pour vous accueillir. Pierre Macias et Renaud Évrard sont là pour vous écouter, ainsi que votre serviteur, évidemment, pour discuter avec vous. Nous avons reçu un SMS au 71 200, Renaud et Pierre. Un auditeur ou une auditrice qui nous dit: je n'ai jamais eu la chance de voir d'apparition, suis-je donc juste normal? Est-ce qu'on peut parler de normalité ou pas, Renaud? Je veux dire, quelqu'un qui vit une apparition peut pas être considéré comme anormal. Non, je pense pas, justement, c'est un peu dans le sens où on va là, avec des gens qui sont tout à fait équilibrés et qui dans leur vie vont vivre à certains moments comme ça 4 fois dans sa vie sur 60 ans. C'est pas grand chose et finalement il y a rien de pathologique à chercher derrière. C'est vraiment, parfois ça peut aider pour un deuil, mais ça peut survenir dans n'importe quelle occasion et donc du coup c'est un processus psychologique normal et ne pas en avoir, c'est être normal aussi, hein, mais chacun son truc. Oui, tout à fait. Nous allons retrouver Fatima dans quelques minutes pour un autre témoignage d'apparition. Pierre? Oui, pour être normal, il faut revenir sur la définition de la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Qu'est-ce que la normalité? C'est simplement un domaine où il y a un maximum de gens, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont en dehors de ce domaine, à des extrêmes, sont anormaux, ils sont différents simplement. Est-ce que des handicapés sont anormaux? Non, ils sont simplement différents. Oui, tout à fait. Il y a une nuance d'importance. Une petite pointe d'humour avec au 71 200 un SMS qui vient d'arriver, qui nous dit: je déteste les enterrements aussi, j'ai décidé de ne pas aller au mien. C'est pas mal, moi j'aime bien, ça me fait rire. 0826 300 300, vous nous appelez si vous avez vécu un phénomène d'apparition, Morad est là pour vous accueillir, ou 71 200, vous tapez Sud sur votre portable pour me communiquer vos réactions, vos commentaires, et je serai votre porte-parole. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons d'apparition ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je vous rappelle que si vous voulez réécouter les autres émissions des Aventuriers de l'étrange, vous vous connectez par internet au site psyland.org qui est le site des Aventuriers de l'étrange. Psyland, ça s'écrit P-S-I et non pas Y, hein, P-S-I-L-A-N-D.org. Et là vous aurez toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril, le site dont le responsable est Pierre Macias qui est mon invité ce soir, ainsi que Renaud Évrard, qui appartient au groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Fatima, bonsoir. Bonsoir Louis et bonsoir à Renaud et à Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Fatima. Alors vous, les phénomènes d'apparition que vous avez vécus ont commencé suite à un deuil qui vous a touché de très très près. Oui, effectivement, j'ai perdu mon fils donc en 1991 d'une maladie qui se nomme la mucoviscidose. Oui. Et donc ça s'est passé donc le 14 octobre 1991 et suite à cela donc on avait été en contact avec énormément d'enfants dans ce cas-là. Bien sûr, j'imagine, oui.
Voilà, donc un mois après, j'étais donc chez mon ex-belle-mère et j'ai rêvé donc de mon fils qui était en position de Bouddha, la larme à l'œil. Position de Bouddha tout simplement parce qu'il avait des difficultés à respirer et c'était la position dans laquelle il respirait le mieux. Et donc celui-ci m'annonçait la mort d'une de ses camarades que j'avais très bien connue, donc à l'hôpital Robinet de Sabran à Gien, dans le Var. Et au départ, donc j'ai été un peu choquée, surprise, et je m'étais pas donc bien rendu compte de cet effet. Et par la suite, il s'est avéré que ce fait était concret. J'en ai parlé autour de moi et on m'a un peu pris pour plus ou moins une petite folle, quoi. Et 2 mois après, j'ai eu le même phénomène, en janvier 92, donc. Oui. Alors attendez, on va revenir sur le premier, Fatima, si vous le voulez bien. Donc là, c'était en rêve, hein, on est bien d'accord. Oui, voilà. oui. Et est-ce que ce rêve vous a semblé un rêve comme les autres? Est-ce que d'habitude vous vous souvenez de vos rêves au réveil? Non, très rarement. Vous êtes comme moi, donc quand on se réveille, on n'a pas de souvenirs particuliers, quoi. Voilà, on les oublie, mais c'est vrai. Et celui-ci, donc, vous a réveillé ou au réveil, vous en êtes souvenu immédiatement? Non, celui-ci m'a réveillée, je pleurais même. Ça m'a réveillée, j'étais en train de pleurer, justement, quand ça m'a réveillée violemment. Oui, donc c'était vraiment quelque chose de très fort, évidemment. Oui, tout à fait. Et alors, votre fils, donc, vous êtes apparu dans ce rêve, dans la position assise qu'il affectionnait, donc la position du Bouddha, c'est-à-dire assis en tailleur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et le buste droit reposant sur quelque chose, et il pleurait? Oui, tout à fait. Alors, la larme à l'œil, une larme seulement significative, hein. Oui. C'est tout à fait bizarre, mais une larme seulement, une larme, hein. Oui. Et il vous a parlé? Oui, il m'a annoncé la mort de cet enfant. En parlant, donc. Il vous a dit, en parlant. Maman, je viens t'annoncer le décès de... Oui, tout à fait. Alors, ça m'avait choqué parce que, c'était pas un enfant qui pleurait souvent, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait choqué, puisque ça m'avait réveillé, je vous dis, en sursaut, et j'étais en larmes quand ça m'a réveillé. Et quand est-ce que vous avez appris effectivement le décès de cette fille? Je l'ai su dans les jours qui suivaient. Oui. Par un journal. Ah, d'accord. Par le journal. Voilà. Et est-ce que vous avez pu savoir si cette fille est décédée la nuit même où vous avez fait ce rêve? Oui, tout à fait. La petite est morte dans la nuit même. Très bien. Donc il y a une vraie correspondance entre cette apparition dans votre rêve et le décès de cette petite fille. Voilà, tout à fait. Et par contre, la deuxième fois que donc mon fils m'a prévenu pour le deuxième enfant, il m'a prévenu, mais les faits se sont réalisés après. Combien de temps après? 2 ou 3 semaines après. Et l'image était la même? Exactement la même. Oui. En position Bouddha et la larme à l'œil. Très bien. Et il y a eu d'autres apparitions comme ça? Il y a eu d'autres apparitions, mais beaucoup plus tard, il m'annonçait pas les mêmes choses. Il était beaucoup plus serein, il m'annonçait des choses me concernant à moi. Voilà, ma vie de couple qui allait s'arrêter. Oui. Et qui était exact? Oui, tout à fait. C'est avéré vrai des années plus tard. Oui. Et quand vous dites que il vous est apparu plus serein, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Eh bien, quand je l'ai revu, il ne pleurait plus. On aurait dit qu'il était soulagé, il souriait, si vous voulez. Il avait comme s'il il avait l'esprit tranquille. Oui. Comme s'il avait trouvé une voie. Voilà. Et ça, c'était combien de temps après son décès, ça s'est passé quelques années après ça. Ah oui, quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Et la dernière apparition en rêve que vous ayez eue de lui, c'était à quelle occasion? Il y a bien 7-8 ans, hein. Oh, oui, largement. Oui, largement. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous disait dans ce rêve? Eh bien, justement, il m'annonçait que la vie de mon couple était finie, quoi. Oui. Et à aucun moment il vous a dit je ne reviendrai plus te voir ou non? Jamais. Par contre, juste avant de mourir, il a senti qu'il allait mourir. Oui. Il nous l'a dit. Une demi-heure avant. C'était médicalement prévu ou il pouvait... Non, c'était pas médicalement prévu puisqu'il avait subi une transplantation pulmonaire et... Oui. Non, ce n'était pas prévu du tout.
Il a fait une septicémie en très peu de temps, en une nuit, et vraiment il s'est senti, il a compris, hein, une demi-heure avant. Hein. Oui. Une demi-heure avant, c'est pas compliqué. Ses dernières paroles ont été: papa et maman, je vais vous faire une dernière fois de la peine, je vais vous laisser tout seul. Ah oui, effectivement. Donc voilà, et il est mort dans nos bras. Hein. Ouais. Donc pour vous dire que c'était pas prévu. Hein. Et la dernière apparition donc de votre enfant en rêve est arrivée combien de temps après son décès? Elle est arrivée 3 mois après. Ça c'était la première. Non, la première fois c'était 1 mois après. Oui. Et la dernière? La dernière c'était autour des années 2000. Donc ça fait quoi? Ça fait 7 ans. Ah oui, 7 ans après. Parce que si vous voulez, je le revois de temps en temps. Mais quand je le revois, il est positif. Oui. Oui. C'est-à-dire que il ne vous délivre plus de messages. Là, plus aucun. Ce sont des. Est-ce qu'on peut qualifier ça de rêve normal, de rêves normaux, pardon? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est comme s'il m'avait protégé et puis que maintenant il a trouvé sa voie. Oui. Oui. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Par contre, ce qui est étrange, c'est que quand j'étais jeune. Quand j'étais très jeune, enfin autour des 20 ans, j'avais beaucoup de symptômes de ce genre-là, c'est-à-dire que j'étais capable de prévoir certaines choses qui allaient arriver. Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand j'étais enceinte donc justement de Steve, quand j'étais pour accoucher, j'ai su que j'allais avoir un accident. Et effectivement, j'ai eu un accident de la route. Vous le ressentiez? Oui, je le ressentais. Et on a eu un accident, effectivement, en allant à la maternité. Plus tard, par la suite, quand nous avons pris la route de Marseille de Lyon à Marseille, pareil, j'ai ressenti qu'on allait avoir un accident. On a eu cet accident aussi. J'ai eu pas mal de prémonitions étant jeune. Oui. Et après, ça s'est estompé. Continue aussi. Oui. Je suis capable par exemple, c'est vrai que des fois, j'en parle pas autour de moi parce que c'est vrai que les gens ne sont pas perceptif pour ça. Oui. Moi, c'est vrai, j'ai par exemple, je suis capable, c'est pas ça que je veux dire. Des fois, comment vous dire, je sens que quelqu'un va mourir ou qu'il va arriver quelque chose. Et après, j'ai mon esprit qui essaie de ne pas penser à ça. Oui. Parce que j'ai l'impression que j'apporte la poisse. Et oui, mais vous n'apportez pas la poisse, c'est que vous ressentez ce qui y a de difficile qui va arriver. C'est pas vous qui le provoquez, mais vous le ressentez avant, évidemment. Oui, je le ressens. Oui, mais ce n'est pas vous qui portez la poisse, Fatima. Vous êtes gentil, mais c'est vrai que souvent ça m'est arrivé, hein, d'avoir des pressentiments comme cela qui sont très forts et qui arrivent. Oui. Est-ce que vous avez eu, en revanche, des pressentiments de choses positives? Non, pas trop. Que des choses. Souvent, oui, tout à fait. Que des choses difficiles ou des malheurs, quoi. Oui, enfin, ou des accidents, des choses comme ça. Oui. C'est vrai. C'est souvent le cas. C'est pour ça que. C'est souvent le cas. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais en revanche, ça n'est pas vous qui provoquez les choses, puisque vous avez cette espèce d'antenne qui vous permet de les percevoir avant qu'elles n'arrivent. Donc, même si vous ne les aviez pas perçues, elles seraient arrivées quand même. Ah oui, de toute façon, je suis d'accord avec vous. Donc, vous n'y êtes pour rien, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Non, c'est pas vous qui portez malheur ou la poisse. Non, mais c'est vrai que depuis jeune, depuis très très jeune, c'est vrai que j'ai l'impression que je perçois des choses et qui s'avèrent souvent vraies, quoi. Ouais. Fatima, vous restez avec nous. Une première pause et ensuite on se retrouve en compagnie de Pierre Massias et de Renaud Évrard. D'accord. Pour qu'ils nous apportent leurs commentaires et leur lumière sur votre témoignage très intéressant. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Pierre Massias et de Renaud Évrard, nous ouvrons le dossier des apparitions. Fatima a eu la gentillesse de nous appeler au 0826 300 300 pour témoigner. Renaud, que pensez-vous de ce qu'a vécu Fatima? Alors c'est très intéressant parce qu'on a un cas d'apparition sans véritable apparition, vu que tout se passe finalement dans le rêve. Exact. Donc là, pour beaucoup de personnes, il suffirait finalement de dire que voilà, ça se passe dans la tête. Mais c'est vrai que nous, on peut élargir finalement notre objet de recherche
et considérer qu'il y a une véritable identité entre les apparitions qui se matérialisent et celles qui se font en rêve, qui s'objectivent, vu que c'est toujours une sorte d'objectivation, une projection de l'imaginaire. Et donc dans ce cas-là, on va accepter le témoignage et on peut en parler parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Il y a en fait, pour moi, il y a vraiment cet événement qui est cette mort qui est extrêmement tragique et qui va être le deuil me semble vraiment trop difficile, de cet enfant, et il va avoir une sorte de recyclage, de nouvelle incarnation de l'enfant qui va permettre. Fatima nous a donné tous les éléments, c'est-à-dire que quand elle était plus jeune, elle avait déjà ses capacités prémonitoires ou de clairvoyance qui ont ensuite été, disons rapidement refoulées. Et là, ça va être une nouvelle manière pour elle de vivre la chose en s'inventant une sorte d'intermédiaire, de messager avec l'au-delà, l'extérieur, et qui va prendre cette forme justement de son enfant, avec justement toute cette mise en scène de la position Bouddha, qui est certes rationalisée du côté de justement sa position pour mieux respirer, mais qui invoque aussi tout un contexte spirituel et qui fait justement lien avec une sorte de cheminement personnel de Fatima, dans lequel s'inclut ce processus de deuil et la mort des autres enfants qui est aussi vécu et qui permet aussi de continuer son deuil propre, en fait. Oui, autrement dit, Fatima a un don de clairvoyance, un don de voyance qui se manifeste comme ça. Elle attrape des informations et en fait la mise en scène de son inconscient, c'est son fils qui lui annonce ce qu'elle a perçu par clairvoyance. Oui, voilà, tout à fait. Mais il y a aussi des éléments, donc on avait des éléments très objectifs sur la clairvoyance des morts des autres enfants, même si des fois il y a 2-3 semaines, c'est vrai que c'est quand même des prédictions intéressantes. Après, il faut quand même se méfier des prédictions personnelles. Par exemple, Fatima dit que il y a des annonces pour son couple, il y a des choses qui vont se réaliser des années plus tard, qui vont s'avérer vraies. Et là, il faut quand même faire attention, ça peut être des prophéties auto-réalisantes, comme on dit, c'est-à-dire qu'on provoque soi-même finalement ce qu'on a mis l'intention de faire, qu'on a mis conscient, quoi. C'est-à-dire que, là, Fatima, lorsque en rêve, votre fils vous a annoncé que votre couple allait finalement être un échec, que vous alliez vous séparer, est-ce que déjà dans votre histoire de couple, ça n'allait pas très bien? Non, pas du tout. Ah, ça allait au contraire très bien. Ah oui. Oui, parce que on est resté quand même, on avait quand même subi plusieurs épreuves et j'imagine, oui. Et sûr. Donc pas que celle-ci. Oui. Et donc non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, c'était personne, même vous ne pouviez pas imaginer. Non, pas du tout. Ah oui, effectivement, ouais. Donc là, c'est vraiment une prémonition que vous avez eue. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est revenu ces prémonitions? Est-ce que vous les avez toujours ou ça s'est estompé ou vous continuez à en vivre? Je n'en ai plus aucune. Pour l'instant, si, parfois, par exemple, si il y a des choses qui sont un peu plus, c'est autre chose, par exemple. Par exemple, le soir, quand je regarde le tiercé, je dis, par exemple, il y a les chevaux qui sortent à la télé, je dis, tiens, il y a le 7 et le 13 qui vont sortir. Effectivement, il y a le 7 et le 13 qui vont sortir. Ah, là, vous m'intéressez beaucoup, Fatima. Oui, mais seulement, j'arrive jamais à avoir toutes les combinaisons, Rassurez-vous, il y a toujours un ou deux chiffres, mais c'est sans plus. Mais c'est comme ça, c'est des chiffres qui me viennent à la tête, comme ça, en tête. Oui. Vous voyez? Spontanément, comme ça, tac. Comme ça, spontanément. Le résultat des courses, moi je les écoute pas, c'est le soir. Moi j'écoute, je vous dis, tiens, il y a ça et ça qui va sortir. Ouais. Effectivement, il y en a toujours un ou deux qui sort. Mais comme ça, sans le... Oui, comme ça, de manière instinctive. Voilà, c'est instinctif. Mais jamais le tiercé dans l'ordre, quoi. Non, ça je joue pas, non. Je vous dis des chiffres comme ça qui m'apparaissent comme ça. Oui. Pierre. Oui, bonsoir Fatima. Bonsoir Pierre. En vous écoutant, j'étais tout à fait dans le genre d'idée qu'a développé Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire que sur la base de phénomènes psy, genre clairvoyance, genre prémonition,
Le rêve, parce que ça se passait vraiment dans un rêve en plus, le rêve pouvait vous permettre de donner corps à ces prémonitions, à ces clairvoyances. Je suis tout à fait dans le sens de ce que Renaud disait tout à l'heure. Je reviendrai plutôt sur votre témoignage sur un point particulier qui est toujours, quand il se produit, étonnant pour ceux qui le vivent, c'est l'annonce de la mort imminente d'un proche. Il est malade, il est très malade, il est en situation critique, mais rien ne permet d'envisager une issue fatale. Et en fait, quand vous racontiez cet événement, ça me refaisait penser un petit peu à ce que me disait feu le docteur Malacan, vers qui j'ai une petite pensée maintenant. Donc un docteur en médecine, un praticien dans la région toulousaine, et qui me parlait de ça un jour. Et il y a énormément de cas qui sont toujours très étonnants, très très impressionnants, de personnes qui sont sur le seuil de la mort et qui l'annoncent alors que en fait rien ne laisse prévoir. Rien ne pouvait le laisser prévoir. Il semblerait qu'il y ait des sensations, un ressenti inconscient de la personne qui l'amène à penser comme une évidence ce qui va se passer. En tout cas, Fatima, c'était très très gentil à vous. Vraiment, je vous remercie de nous avoir. Oui, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, revoir. Fatima. Au revoir. À très bientôt. Dans quelques minutes, le témoignage de Nicole. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous appeler. Je vous en remercie au 0826 300 300 pour nous apporter votre témoignage. Vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez également continuer à nous contacter par SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous rédigez votre commentaire, votre question et vous nous l'envoyez. On en parlera évidemment avec mes invités Pierre Macias et Renaud Évrard. Le témoignage de Nicole dans quelques instants. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Les apparitions, c'est notre dossier de ce soir. Vos témoignages au 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. Pierre Macias du site officiel des aventuriers de l'étrange psylande.org m'accompagne. Renaud Évrard qui fait partie du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Nicole est en notre compagnie. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je suis contente de vous avoir un nouveau téléphone. Également, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, Nicole, vous avez vécu un phénomène d'apparition. C'était en 1999, c'est ça? Oui, c'est ça. J'en ai même eu d'autres avant, mais enfin, c'est celui qui m'a, disons, le plus frappé. Oui. C'était dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. C'est-à-dire, c'est toute une histoire tout de même. C'était ma maman. Il faut dire que j'adorais ma maman qui m'adorait aussi. Et donc, c'était donc en 98. Elle a eu 90 ans, en 1998. Oui. Et le jour de son anniversaire, elle me dit, tu sais, j'ai peur. À 90 ans, je suis malade, je vais mourir, j'ai peur. Je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, surtout toi, tu crois au bon Dieu, tu crois à tout le monde là-haut, alors que moi je suis mécréante, je crois en rien. Elle me dit, oui, mais j'ai peur, là, au moment de partir, j'ai peur. Je dis, mais non, tu sais bien, il y a le grand de lumière, il y a le tunnel, la lumière. J'ai eu un accident, je vous en avais parlé à l'époque. Et j'avais été en mort clinique, et puis je suis toujours là. Hein. Donc, je dis à maman, tu sais, ça va se passer comme ça. Ah, tu crois? Je dis, bon, écoute, t'inquiète pas, même si tu veux, si tu me laisses le temps, je viendrai t'aider à mourir, il n'y a pas de problème. Elle me dit, mais, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, même une fois morte, t'auras qu'à venir me dire bonjour et tu me diras comment ça se passe là-haut. Toi, tu crois, tout. Elle me dit, mais t'auras pas peur? Je dis, mais non, tu m'as jamais fait de mal ni rien, c'est pas une fois décédée qui va me faire mal. Au contraire, j'étais contente. Bon, et puis, il est arrivé ce qui devait arriver, elle savait bien qu'elle allait mourir. Mais enfin, c'est pas été tout de suite, puisque donc là, je vous parlais, c'était en novembre, et maman est décédée en septembre 99, hein. Donc, on m'appelle vite à l'hôpital, à la clinique, pour me dire, venez vite, parce que c'est la fin, quoi. Et elle est morte dans mes bras. Bon, j'étais écroulée de chagrin, tout, bon. Ma fille, qui était à Paris, arrive, évidemment, pour sa mamie, parce que moi, j'étais toute seule sur Toulouse, très malheureuse. Et donc, on fait les papiers, on fait tout ce qu'il y a à faire dans ces cas-là.
Et puis bon, écroulé de chagrin, le corps de maman était en chambre funéraire, et puis même pas chez moi. Hein. Donc, ça me fait quelque chose de parler de tout ça. Et donc, je m'endors écroulé de chagrin. Et puis, je dormais profondément. Une lumière. Alors, ma fille, donc, était arrivée. Donc, j'avais dû passer 24 heures quand même. Ma fille était arrivée, mais maman n'était pas enterrée. Oui. Et donc, une lumière violente me réveille. Vraiment une très grande lumière. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille qui était donc à côté. Pour moi, qui avait allumé la lumière. Brutalement dans ma chambre pour venir me dire quelque chose. Je me dresse. Et là, à ma grande surprise, qu'est-ce que je vois? Maman, qui était au pied de mon lit. Je me redresse, je dis, ah, t'es là? Ah, mais c'est bien. Attends, on va parler un petit peu, je m'assois. Elle était toujours là, elle me souriait. Vous voulez que je vous la décrive comment elle était? Oui, tout à fait. Oui. Alors, contrairement à Suzette qui a dit que les personnes qu'elle a vues étaient toujours habillées, oui. Maman avait, je ne sais pas comment vous expliquer, bon, elle avait son visage, mais elle était enveloppée d'une espèce de fumée. Vous savez, cette espèce de fumée blanche, c'est pour ça qu'on parle de fantômes. Tout le monde doit voir les mêmes choses, c'est pas possible. Une espèce de fumée blanche que l'on voit que l'on met au théâtre, vous savez, pour envelopper certains artistes. Oui, tout à fait. Elle était pleine de fumée blanche comme ça. Enfin, c'était quand même sa silhouette, hein. Mais pleine de fumée blanche. Oui. Et alors je lui dis, bon, attends, on va parler, justement, ça m'intéresse. Et elle me souriait. Je lui dis, attends un petit peu, attends. Et puis je la voyais, comment dire, fondre, se dissoudre littéralement. Et la lumière s'est éteinte. Alors là, bon, je me suis levée complètement, je suis allée aux toilettes, tout. J'ai pas voulu réveiller ma fille, puis je me suis dit, bon, elle va certainement aller voir ma fille qui est à côté, parce que ma fille adorait aussi sa mamie. Oui. Le lendemain matin, parce que c'est pas fini, le lendemain matin, je dis à ma fille, au fait, mamie, elle est venue te voir. Il y a ma fille qui me regarde, qui me dit, non, mais pourquoi tu me dis ça? Alors je lui explique. Elle me regarde, il faut dire qu'on est tous sceptiques dans la famille. Même moi y compris. Hein. Et elle me regarde, me laisse parler, elle me dit, maman, tu as tellement de chagrin, tu sais, peut-être que tu vas aller voir le docteur. Un petit tranquillisant te ferait du bien. Enfin bref, vous voyez. Oui. Bon, dis-moi tout de suite que je suis folle, je comprendrai plus vite. Elle me dit, mais non, mais c'est normal. Enfin, bon. Ma fille reste une semaine à la maison. Et puis il y avait déjà son travail qui l'attendait. Elle repart pour parler, de proposer de venir. Je lui ai dit, c'est pas la peine, je n'y passe. Bon. Et puis moi, j'étais là, comme je n'y crois pas non plus, je me disais, ça y est, c'est vrai, t'es bonne pour l'hôpital marchand, t'es folle, c'est sûr. J'étais complètement folle et j'étais là, ça me taraudait que j'étais folle. Et alors, un matin, alors là, j'étais bien réveillée par contre, un matin, j'ai l'habitude, j'habite à un 12e étage, j'ai devenu imprenable sur Toulouse, et donc j'ai l'habitude de déjeuner, prendre mon petit déjeuner le matin, dehors sur mon balcon. Je suis un immeuble, 12e étage, c'est un immeuble. Donc, je prends mon petit déjeuner, je pensais à ça, mon Dieu, je suis folle. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mise à parler tout haut. J'ai dit à maman, écoute, maman, c'est pas possible, je suis en train de devenir complètement folle. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me fais un signe. Je sais pas ce que tu peux faire de là-haut, mais tu me fais un signe parce que je crois vraiment que je suis complètement folle. Et puis, j'ai attendu. Assise, là, avec mes chaises de balcon, au mois de septembre 99, je sais pas si vous vous rappelez, il faisait très chaud. Et on parle toujours de la canicule, mais cette fois-là aussi, il avait fait chaud, 99. Et donc, j'attends. Et je me suis dit, bon, il y a une chaise qui va se déplacer, parce que j'ai déjà vu des meubles se déplacer, des trucs comme ça. Je me suis dit, ça y est, ça va recommencer. Alors, je visais la chaise du balcon qui était légère à côté de moi, en me disant, elle va partir à l'autre bout. J'attendais. Et puis, d'un seul coup, sur le rebord du balcon, j'ai vu un pigeon arriver. Un pigeon. Vous savez comment sont les pigeons. Ils viennent jamais à côté, on n'est pas Venise à Toulouse. Hein. Il est venu, en train de roucouler, il est venu à côté de moi, et il est resté un très long moment. Je déjeunais, le pigeon, j'étais complètement médusée, et puis il s'est envolé. Et de ce jour-là, j'ai quand même pensé qu'il y avait quelque chose. Maintenant, vous dire quoi, j'en sais rien. Voilà toute l'histoire. C'est une très très jolie histoire en tout cas. Très belle histoire, Nicole. Renaud Évrard, qu'en pensez-vous?
Oui, très jolie histoire. Il y a plein d'éléments assez variés. Content de vous entendre à nouveau. Oui, je suis contente, oui. Donc, votre apparition, enfin, déjà pour dire, je pense pas que vous êtes folle, hein. Je sais pas si vous avez été rassurée par le signe. D'accord. Mais c'est vrai c'est très intéressant comment vous mettez en scène avec votre mère le fait de lui demander de vous envoyer un message quand elle sera morte. Et c'est vrai qu'il y a des chercheurs anglais, en particulier au début du XXe siècle, qui se sont lancés comme ça des défis de plein d'expériences post-mortem. Ah bon? Et ça a pas très bien marché dans leur cas. Pour eux, c'était vraiment prouver la survivance et prouver tout ça. Et ils n'ont pas vraiment obtenu les résultats qu'ils attendaient, mais c'était quand même des idées assez intéressantes de venir se visiter comme ça, comme si c'était possible. Et il y a tout un aspect d'aide au deuil et d'aide aussi palliative, quoi, à mourir, et qu'on retrouve finalement. Enfin, je connais un dispositif clinique, thérapeutique, qui s'appelle le Psychomontaion, où justement on aide les gens à avoir des apparitions comme ça et justement à retrouver les défunts dans l'au-delà, mais dans une forme assez finalement contrôlée, c'est-à-dire qu'on est mis dans une petite salle avec un grand miroir, et puis on est encadré par des psychologues, et c'est vrai que ça aide beaucoup à revoir des apparitions, à recréer des dialogues, et en même temps, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est normal finalement d'avoir des apparitions à côté de la mort, et il faut pas du tout se mettre à prendre des tranquillisants ou autre chose. Du tout, hein. C'est oui, ma oui, fille qui m'avait dit, tu sais, peut-être que... Oui. C'est... Vous avez compris, quoi. Enfin, alors après, peut-être que c'est une interprétation un peu osée de dire que le pigeon a été envoyé par votre mère, mais bon, après, ça va être de votre domaine, ça va être à vous, quoi, de voir. Autre chose. J'ai jamais eu de pigeons qui se sont posés sur mon balcon comme ça. Voilà, une coïncidence, tout à fait, et puis ça prend vraiment du sens à ce moment-là. L'autre aspect encore, c'était toute cette forme lumineuse qui complétait en fait la forme de votre mère. C'est vrai que vous dites que c'est un élément qui doit revenir souvent, et c'est vrai que quand on faisait des séances avec des ectoplasmes, donc expérimentales, on appelait ça justement le fluide nébuleux. Donc ce brouillard lumineux qui passe sans transition au stade organisé. Et ça, c'était quelque chose qui beaucoup de médiums arrivaient à produire. Et puis après, ça a été passé de mode, et ils ont produit autre chose. Ils ont produit des sortes de masses malléables qui se dégageaient du corps du médium. Enfin, on voit ça sur certaines photos. Ça, c'était plutôt du type pâte molle, un fluide différent. Ah bon? Mais le fluide nébuleux il est très intéressant dans le sens où il semble tout de suite extérieur à la personne, en fait. On voit pas le trajet, parce que l'ectoplasme, l'idée, ce serait que c'est une sorte de matérialisation qui part du corps d'une personne qui se dématérialise et qui se rematérialise autre part. Et là, dans votre cas, ce serait une apparition très matérialisée avec plein de lumière, mais finalement qui pourrait provenir de vous-même, en fait. Aussi. Ah bon? C'est une possibilité. Et je ne dormais pas, hein, je vous le précise bien, ça m'a réveillée. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est un état, c'est très fort, ça doit être très prenant. Bon, ça c'est une possibilité, mais sinon c'est vrai que cette lumière et toute cette ambiance, ça doit être. J'imagine que si d'autres personnes auraient été dans la salle, ils auraient vu aussi quelque chose d'assez troublant, je pense. Ouais. Pierre Massias. Oui, bonsoir Nicole. Bonsoir. Le parallèle que fait Renaud avec les productions ectoplasmiques est intéressante. Si d'aventure ça devait vous arriver à nouveau, ce serait vraiment extrêmement intéressant pour le laboratoire, pour l'expérimentation. Mais il faudrait quand même s'assurer auparavant que c'est le même style de phénomène. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, je vous entends mal. Ok, je disais donc que le phénomène d'ectoplasmie est en soi tout à fait intéressant si vous le produisiez de manière comme ça spontanée. En général, ça se produit par des médiums très balèzes. Très balèzes, oui. C'est-à-dire des médiums très forts. Oui, très forts, oui, tout à fait. C'est parce que j'avais un chagrin très violent. Je pense aussi. Je pense que ça a dû y contribuer très fortement, évidemment. Attention tout de même. Je pense pas que Renaud non plus ait voulu dire que il s'agissait de production ectoplasmique. Il s'agit d'une image, d'un parallèle qui est intéressant en soi. Maintenant d'une manière plus générale et plus historique peut-être, l'idée du fantôme
en blanc, drap blanc, presque chaîne aux pieds. C'est une représentation humoristique, je dirais. Quelquefois ça s'est produit, enfin des apparitions moi, étaient. C'était ça. C'est pour vous dire que j'étais quand même assez loin de ce que j'ai vu. Oui, non mais bon, ces apparitions façon drap blanc, boulet aux pieds, c'est vraiment anecdotique dans le catalogue, je dirais, des apparitions en général. Mm-hmm. Voilà, mais si d'aventure ça se reproduisait, ce serait intéressant effectivement d'essayer de creuser un petit peu. Une autre apparition, mais et puis alors là, bon, j'étais pas du tout triste, je le savais d'ailleurs pas. C'était un autre moment. Je peux leur en parler ou vous êtes limité par le temps, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, ma chère Nicole, parce que nous avons d'autres témoignages. Sans doute, oui. Mais en revanche, nous sommes en train, avec Pierre, de préparer une autre émission, Oui. parce que visiblement beaucoup de personnes vivent ce genre de phénomène. Je pensais pas qu'il y en avait autant, voyez-vous. Je suis très surpris. Donc, on a décidé avec Pierre, il y a quelques minutes, de programmer dans le mois à venir, au mois de mai, fin mois de mai, une autre émission comme ça de témoignages consacrée aux apparitions. Oui. Donc, si vous le permettez, je me permettrai de vous rappeler pour vous proposer de réintervenir, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Ah ben écoutez, c'est avec plaisir que je vous recevrai à nouveau sur Sud Radio. Bien sûr. Je vous souhaite plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, Nicole. Merci beaucoup. Et merci encore pour votre témoignage. Bonne Merci. Au revoir. Au revoir. Dans quelques minutes, un autre type d'apparition, une apparition mariale qu'a vécue Sophie dans notre région. Elle va intervenir juste après cette pause. Restez avec nous, ce témoignage sera étonnant. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Les apparitions, c'est le dossier que nous avons ouvert ce soir depuis maintenant 1h30 dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, en compagnie de mes invités, Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International et Pierre Massias du site internet des Aventuriers de l'étrange. Le site a pour adresse psilande.org. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez du Lot. Pardon? Vous nous appelez du Lot. Du Lot-et-Garonne. Ah pardon, du Lot-et-Garonne. Ah bah oui. C'est ça. Alors, Oui. vous avez vécu, pardon, excusez-moi, vous avez vécu une apparition tout à fait particulière. C'était dans quelles circonstances et il y a combien de temps, dites-moi? Alors, il y a très longtemps de ça, c'était le 1er novembre 1984. Donc, il y a beaucoup d'années. Mm-hmm. Et dans quelles circonstances? Pardon? Dans quelles circonstances? J'étais sur le point de me coucher. Je n'avais pas du tout des pensées qui pouvaient, ni un état d'esprit qui pouvait conditionner ce genre d'aventure. Et j'ai été extrêmement surprise que ça m'arrive. J'étais pas non plus dans dans un état d'esprit religieux ou dans un groupe. J'étais croyante très vaguement, pas très intéressée par de la religion, mais pas contre non plus. J'étais pas pratiquante, très peu. Et puis, j'avais des préoccupations très professionnelles à ce moment-là. Je pensais à réorganiser ma vie en fonction de ma profession, de la rentabilité. Enfin, c'était vraiment dans un domaine assez rationnel, en fait. Oui. Et en fait, j'ai reçu une visite. Alors, j'ai reçu une visite étonnante. C'était vous étiez où? Enfin, physiquement à ce moment-là. J'étais en train de me préparer pour la nuit. J'étais dans mon lit. J'étais en train de me coiffer. Et j'avais la glace devant moi. Et puis, je vois une personne, une femme, toute lumineuse, que j'identifie immédiatement comme la Vierge Marie. Parce que, elle était, en fait, pardon? Elle était positionnée où vis-à-vis de vous? Elle était en face de moi, complètement en face de moi, et je l'ai identifiée comme telle parce que depuis toujours je porte une médaille, mais la médaille de la rue du Bac autour du cou, et c'était la médaille miraculeuse, la médaille de la rue du Bac grandeur nature. Et donc j'ai pensé tout de suite que c'était une image mentale.
Oui. Et donc j'étais assez tranquille. Je trouvais que c'était très beau, mais c'était tranquille. Pour moi, c'était c'était mon imagination qui fonctionnait, mais qui m'apportait quelque chose de très très beau. Et quand la personne s'est penchée pour me saluer, je me suis dit, c'est pas une image, c'est une visite. Et là, vraiment, j'ai eu une énorme émotion. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais perdre pied. Oui. J'imagine, oui. Oui. J'ai vraiment eu très peur. Et tout de suite, s'est instaurée une espèce de communication extrêmement... qui n'était pas parlée, hein. Oui. C'était de penser à penser. C'était une très grande rapidité. Et en fait, Marie, parce qu'il faut bien le dire, hein, c'est quand même son nom, elle m'a calmée, elle m'a apaisée. Et en fait, le contenu de ce qu'elle me... Le contenu de ce qu'elle m'apportait est tellement riche et tellement dense que l'apparition en elle-même, j'ai ressenti une certaine déception parce que, en fait, quand on pense à l'apparition, on pense que le fait de voir, c'est tout. Oui. Et je me rendais compte que c'était très anecdotique et que ce qui était extraordinaire, c'est tout ce qu'elle me communiquait. Le contenu du message. Le contenu du message. Oui. C'était un contenu d'abord sur... c'était un enseignement sur la vie, l'essentiel de la vie, sur la vocation d'amour de tout être humain. Mm-hmm. En fait, elle m'a réorientée dans toute ma vie. Il y avait aussi quelque chose de très fort au niveau de la société et quelque chose de très beau parce qu'en fait, elle m'a appris, en fait, que le monde, que l'humanité était belle, était bonne, était honnête, et elle m'a dit quelque chose d'étonnant. Elle m'a demandé de prier pour les populations victimes de Satan à cause de leur honnêteté, en me faisant comprendre que ces gens-là étaient des résistants et que c'était leur dignité humaine. Et ça m'a donné une notion d'une belle humanité, pas le monde pourri. Oui. Pas tous les gens sont malhonnêtes. Oui. Je comprends ce que... Je me suis sentie très bien. Dites-moi, Sophie, en ce qui concerne cette apparition, oui. Vous nous disiez, vous étiez devant votre glace, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, à la place de votre reflet, c'est substitué cette... Non, pas du tout. Non. En fait, c'était une chambre à 2 lits. Oui. Donc moi, j'étais en face de la glace dans mon lit, mais elle était entre les 2 lits. Ah, très bien. En pied. Oui. C'est-à-dire comme debout, quoi. Debout. Voilà. Et elle était vêtue de quelle manière? Elle était exactement... C'était la médaille de la rue du Bac. Je pense qu'à beaucoup de personnes, ça dira quelque chose. Une femme avec un grand voile, une grande robe longue, oui. Et qui a les bras ouverts en signe d'accueil. Mm-hmm. En couleur? Elle était lumineuse. C'était une image de lumière. Oui. Avec beaucoup de rose, de doré. Mm-hmm. C'était, oui, voilà. Alors ça a été, sur le côté social, ça a été aussi ce message-là. Mm-hmm. J'ai eu aussi une petite prophétie, entre parenthèses, bien que j'ai entendu vos spécialistes dire qu'il fallait se méfier des prophéties, mais pour moi, ça s'est avéré très bénéfique. Elle m'a dit que je pourrais élever mes enfants. Mm-hmm. Et moi, je suis maman, donc je me suis dit, quelle chance, je ne vais pas perdre d'enfants. Parce que c'est toujours ce qu'on dit quand on a des enfants. Oui. Et en fait, il s'est avéré que plusieurs années après, je suis tombée extrêmement malade. Les enfants n'étaient pas élevés et le pronostic vital était engagé. Et quand j'ai su ce que j'avais, quand j'ai su ce que je risquais, j'ai su que je guérirais. J'ai su que mon travail n'était pas terminé. Mm-hmm. Et ça m'a donné une pêche et ça m'a donné un courage pour vivre cet événement. J'étais sûre. Et les médecins qui m'ont soignée eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir à quel point j'étais tranquille, j'étais paisible. Oui. Je savais que c'était pas mon heure, en fait. Mm-hmm. C'était une épreuve à traverser. Combien de temps a duré ce contact? Eh ben ça, c'est le plus difficile
à évaluer. J'imagine, Parce oui. qu'à la fois, c'était dans l'immédiateté, et en même temps, c'était tellement dense au niveau du contenu, Oui. que je me dis que logiquement, si on dans une communication normale avec quelqu'un, ça aurait dû demander du temps. Oui. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est la sensation physique. Parce que je me suis sentie très rapidement extrêmement bien physiquement. Dégagée de tout bobo, respirant bien, très, très à l'aise physiquement. Et quand, à un moment donné, sa présence est devenue très forte, mais d'une force très palpable. Et elle était de plus en plus forte. Et j'ai commencé à avoir du mal à la supporter physiquement. Et j'ai pensé, mais si je me suis dit intérieurement, si elle reste avec moi, je vais mourir. Et là, après, j'ai regretté immédiatement parce que je me suis dit, elle va savoir ce que je pense, elle va partir. Oui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle est partie très doucement je suis sortie de là avec un sentiment de plénitude, de paix, de lumière, avec le sentiment que le monde avait un sens, que ma vie avait un sens, que j'étais dans la beauté totale et complète. Et pendant les 3 jours qui ont suivi, je me suis sentie dans une forme physique absolument extraordinaire. Vous avez pu dormir après? Pardon? Vous avez pu dormir après? Très paisiblement. Ah oui. Très tranquillement. Ouais. Comme apaisé. Oui. Comme quelqu'un à qui on aurait délivré un secret et qui s'aurait été comme soulagé. Oui, je comprends, oui. Oui, tout à fait. Et en fait, les derniers mots qu'elle a prononcés, parce que ça a fait, je me les répète tous les jours, et ça a fait, ça fait la trame de ma vie depuis, c'est charité, charité, charité. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce témoignage de Sophie? Là, on voit une apparition. Bonsoir Sophie. Une apparition qui est très, qui a beaucoup d'impact. Et comme a dit Sophie, voir, c'est pas tout, quoi. C'est vrai que la plupart des gens construisent quelque chose à partir de cette apparition, à partir du message qu'ils ont pensé trouver dedans. Mais c'est vrai que on remarque que chaque groupe idéologique trouve en fait ses propres croyances réveillées dans ces apparitions. Je développerai pas là-dessus. Donc, le chercheur Spirit, par exemple, lui va trouver des preuves de la survivance. L'ufologue, il peut trouver des moyens de tergiverser sur le mode de propulsion des ovnis, donc il va avoir des apparitions par rapport à ça. Et c'est vrai que quelqu'un qui a quand même un bagage chrétien ou religieux, chrétien, oui, va méditer plutôt sur la portée spirituelle des messages de la Vierge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très très fréquemment. Mais faut vraiment pas oublier que une croyance, pour autant, c'est jamais prouvé, c'est toujours prouvable, et c'est toujours en fait quelque chose de très personnel. C'est en fait des conflits existentiels quand on entend en arrière-fond, qui était le conflit d'une grande rationalité, de la profession qui prend toute la place, à quelque chose qui va plutôt investir le fond de la personnalité, et on sent ce soulagement aussi psychosomatique qui montre qu'on retrouve finalement l'unité de la personne derrière cette apparition, grâce à cette apparition en fait. Et le message pour autant, il a l'air très commun comme ça, la charité, un message individuel aussi avec une portée universelle. Et c'est vrai que c'est la chose qui est le plus récurrent sur les apparitions mariales ou religieuses, c'est que c'est toujours en fait des messages qui s'adressent à la fois à l'individu et à la société, et toujours avec les valeurs qui sont les valeurs morales défendues par la religion en l'occurrence, quoi. Pierre Massias, quelle est ton analyse? Oui, dans un cas comme ça, ça me fait penser d'ailleurs aux expériences de NDE où le ressenti est extrêmement fort. Oui, c'est vrai. Où ça change vraiment le cours d'une vie, quoi. Voilà, tout à fait. Une réorientation, une nouvelle vision du monde, une réorientation de sa vie. Là, c'est un petit peu pareil. Oui, parce que Sophie, ça a changé votre vie, littéralement. Totalement. Oui, j'imagine. Si vous voulez, j'ai bien conscience que je ne peux rien prouver, mais ce que je peux prouver,
c'est que ça a changé ma vie, mais par contre, dans le bon sens. Oui. Je veux dire, je suis pas partie dans le rêve. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Pierre. Oui, vous avez dit tout à l'heure on dit qu'il faut se méfier des prophéties. Effectivement, il faut se méfier des prophéties, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut complètement les rejeter et qu'il faut tout rejeter en bloc. Hein. Faut faire attention à ça. Bon, par rapport à cette expérience que vous avez eue, manifestement, vous avez décrit un certain nombre de choses, comme la notion de perte vous avez perdu la notion du temps pendant cette apparition. Entre autres choses qui pourraient montrer qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un état de conscience modifié, différent en tout cas. Mais à part ça, j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est une expérience très personnelle, et même s'il m'en coûte en tant que mécréant. Non, pas je te charrie là. Non, je veux dire de scientifique, enfin mon approche de la science est une approche hard, physique. Oui. Donc il y a la nécessité, le besoin, l'envie d'expliquer, de décortiquer. Mais quelquefois on se retrouve face à des vécus que finalement il n'est pas intéressant de décortiquer, de couper en tranches. C'est un vécu extraordinaire. Vous en avez profité, vous a apporté énormément. Et ça suffit. C'est fabuleux, ça suffit à ça. Oui, tout à fait. Vous aviez quel âge, pour conclure, Sophie, au moment de cet événement? Je devais avoir, attendez, j'avais 32, 33 ans. Oui. 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 Où là, vraiment, c'est une période de la vie où charnière, où on prend des décisions très importantes finalement. Oui, mais moi, j'étais tout de même, je me suis mariée très jeune. J'avais mes enfants, j'étais bien orientée quand même. Oui, déjà. Oui, tout à fait. J'étais, dans une vie comme ça, quoi. Oui. En tout cas, Sophie, c'est un très joli témoignage que vous nous avez. J'aimerais rebondir par rapport à bien sûr. J'aimerais rebondir par rapport à ce qu'a dit Pierre Massès sur l'état de conscience modifié qui apparemment a lieu. J'aimerais encore refaire ce parallèle avec le rêve. Ça, le parapsychologue François Favre. C'est vrai que l'apparition, on le voit dans certains cas, c'est pas seulement vraiment une image qu'on trouvera à l'extérieur. Des fois, ça occupe la totalité du champ sensorimoteur, du ou des protagonistes d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça peut donner vraiment des événements totalement déliés du temps, de l'espace, avec des communications télépathiques, avec des événements comme ça se passe en rêve, comme le rêve en donne la possibilité, même si ça se matérialise. Et comme ça, on a des récits de visites d'engins extraterrestres ou des récits de villes fantômes. On connaît le Petit Trianon, on en a parlé déjà dans les Aventuriers de l'étrange, c'est-à-dire de se balader dans un endroit qui change totalement et on vit à une autre époque, on vit tout un rêve en fait finalement. Et là, c'est vraiment, ça peut mener à ça, c'est-à-dire c'est dans les possibilités de l'être humain d'avoir des états de conscience comme ça aussi étranges. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Sophie pour ce très très joli témoignage. Dernier témoignage tout de suite que nous allons prendre en ligne. Il s'agit d'Adrien qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Adrien, nous sommes en compagnie de Pierre Massias et de Renaud Évrard. Est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? 15 ans. Bon, tu ne m'en voudras pas si je te tutoie à ce moment-là? Ouais. D'accord. Adrien, alors, toi, tu as vécu quelque chose de tout à fait particulier il y a combien de temps? Maintenant, ça doit faire 7 ans. Ouais. J'avais 8 ans à l'époque. Et chez moi, j'ai un long couloir et assez étroit. Et je marchais tête baissée. Ouais. Et au moment où j'ai relevé la tête pour ouvrir la porte de ma chambre, il y avait quelqu'un devant moi, une femme. Donc d'ailleurs là je parle, j'ai encore dès que je parle j'ai l'émotion là. Je réimagine la scène. Dès que j'ai levé la tête, j'ai eu le souffle coupé, un sursaut. J'ai vu juste le regard de haine de la femme. Ah oui, donc vraiment pas agréable alors. Vraiment très désagréable. Ouais. Grande? Oui. Plus grande que toi, je veux dire, ou Oui. Une femme d'une quarantaine d'années, enfin mature. Ouais. Et elle était sans couleur. C'était pas très lumineux. C'était blanchâtre. Enfin, c'était blanc, mais on voyait quand même à travers.
Ouais. Et à ce moment-là, j'ai eu tellement peur que je suis parti dans le sens inverse, toujours la tête baissée. Ouais. Et au moment où je me suis retourné, elle n'y était plus, mais... Tu avais encore le souvenir de son regard. Ah oui, je suis hanté par ça et je le resterai toute ma vie. Ouais. C'est surtout ça qui t'a choqué, quoi. Ouais. Et pour revenir sur cette apparition, pour bien comprendre ce que tu as vécu, Adrien, est-ce que tu peux décrire comme un portrait robot, tu sais, cheveux courts, cheveux longs, blondes, brunes C'était des cheveux frisés, ouais. longs. Ouais. En fait, elle avait un visage pas tout à fait normal. Enfin, je sais pas tellement décrire, mais c'est le regard qui m'est resté. Ouais. Mais en fait, j'avais l'impression que le corps était en lévitation, qu'il ne touchait pas le sol, mais elle était entière. Ouais. Tu as vu, elle était habillée comment? Est-ce que tu as eu le temps de le percevoir? Habillée normal, je veux dire, ou... On voyait le corps, mais on voyait pas on voyait des formes, je veux dire, mais pas des... pas des lignes précises, quoi. Voilà, on voyait... une silhouette, on voyait pas un vêtement précis. Ouais. Une forme, quoi, mais rien de précis. Non, il y avait que le visage qui était vraiment... Il était aux alentours de quelle heure? Il devait être 7h, entre 7h et 7h30. 19h, 19h30, tu veux dire? Oui. D'accord, donc il faisait pas nuit, enfin bon, rien de particulier. Tu étais dans quel état avant de la rencontrer? Normal, rien de particulier? Tout à fait normal. Tout à fait normal, j'étais tranquille. Oui. Et je marchais la tête baissée parce que je regardais, en fait, j'avais mes lacets baissés, je m'en souviens encore. Oui. Et pour faire attention, j'ai marché et au moment où je voulais ouvrir la porte de ma chambre, je l'ai vue. Oui. Voilà. Et donc ça a été très fugace comme vision. Oui. Et est-ce que ça a enclenché des choses après? Oui, tout à fait. Il s'est passé plusieurs choses. Comme il y a une armoire dans ma chambre qui est tombée sur ma mère, qui a dû aller après aux urgences. Ah oui, quand même. Mais il y a plein d'objets qui tombent le soir, très tard dans la nuit. Et ce que je veux dire par rapport à l'armoire, ça peut être une coïncidence. Mais quand c'est une armoire comme si on l'emboîtait, elle est très solide. Ouais. Donc pour qu'elle tombe, il y a quasiment aucune chance. Ouais, faut y aller, quoi. Donc il y a plein d'objets qui tombent la nuit. Et aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une personne à chaque fois. Et je me lève, quand je me lève dans la nuit, faut savoir que je dors la lumière allumée parce que j'ai tellement peur. À cause de ça? À cause de ce que tu as vécu? Ouais. Et que je ressens quelqu'un dans ma chambre, je ressens carrément quelqu'un. Ouais. Pour marcher, pour vous dire, la nuit, quand j'ai envie d'aller boire, ouais. Je dois traverser toute ma maison, les yeux fermés, tellement que j'ai peur. Et ah oui, c'est une frayeur qui reste encore. Tu as 15 ans, ouais. Alors que tu as vécu ça à l'âge de 8 ans. Ouais. Mais ça s'est apaisé depuis quelque temps, mais ça me fait toujours peur. Ouais. Mais à cause de ça, j'ai dû arrêter l'école parce que j'arrivais pas à dormir. Et comme j'en ai parlé à aucun de mes parents, et ils ont dit que c'était des insomnies, des choses comme ça, mais... Alors qu'en fait, tu es mort de trouille, quoi. Ouais, voilà. Ça m'arrive des fois de pas dormir de la nuit. Il y a même une fois, j'avais tellement peur que j'en transpirais. J'avais 35,5 en température. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Des fois, je suis vraiment mort de trouille. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé de décrocher ton téléphone ce soir et de nous appeler? Ben, tout simplement, ça fait depuis le début de l'année, enfin en septembre, donc, que j'écoute. Ouais. Et il y a des sujets très intéressants. Merci. Oui. Et c'est que vous dites des choses qui sont intéressantes, qui pourront peut-être m'aider. Bah écoute, je vais tout de suite demander l'avis de Renaud, Renaud Évrard. Qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous dire à Adrien? Bonsoir Adrien. Bonsoir. J'avais jamais entendu comme ça un cas où une apparition avait déclenché une telle phobie avec de telles conséquences assez néfastes.
Mais en fait, il y aurait peut-être quelque chose à décoller. C'est l'événement qui est arrivé avec l'armoire qui est tombée sur votre mère et cette apparition. Et faire le lien, c'est peut-être pas la bonne chose parce que de ma connaissance, il n'y a pas vraiment de danger avec les apparitions et les poltergeists. C'est pas quelque chose qui peut conduire à blesser. C'est-à-dire que sur les centaines de cas qu'on connaît, même quand des objets tombent sur les gens, quand ils se déplacent vraiment avec des mouvements étranges, ils ne blessent pas les gens, même s'ils sont lourds. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il n'y a jamais vraiment de blessure avec ça. Et donc, il n'y a pas, selon moi, à avoir peur du danger ou de l'agressivité des phénomènes paranormaux. Donc après, cette apparition, il faut, c'est sûr, composer avec. C'est pas évident dans ce cas-là parce que ça vous est arrivé une fois, vous avez jamais réussi à en parler autour de vous, et peut-être que déjà rien que le fait de partager avec vos parents, d'expliquer la chose, ils vont pas vous, il y a des possibilités pour qu'ils le prennent mal et qu'ils vous fassent envoyer chez un psychiatre. Mais en même temps, ça a tellement nuit psychologiquement à votre vie que pourquoi pas un psychiatre, ce serait peut-être quelqu'un d'ouvert avec qui en discuter sans qu'il vous diagnostique une schizophrénie. Oui, mais j'ai essayé d'ailleurs d'aller chez un psychiatre, mais souvent tous les psychiatres disent que les phénomènes parapsychologiques et tout ce qui est paranormal n'existe pas. Mais alors ce qu'on va faire, c'est que vous laissez vos coordonnées, je vous envoie chez un psychiatre. Vous êtes dans quelle région? J'habite à Nîmes. À Nîmes. Je vais essayer de trouver un psychiatre proche qui connaîtrait un peu plus la manière, si ça peut vous aider à approcher de la chose. En tout cas, ce que vous avez entendu là pendant ce soir, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent bien avec leur apparition, qui vivent ça sans souci. Il n'y a pas de raison que ça vous bloque dans votre vie. Mais ce qui m'a surtout perturbé, c'est le regard de haine. Mais comme je disais, depuis quelque temps, ça s'est arrêté parce que, je sais pas si c'est à cause de ça, mais tout le temps quand je rentre dans ma chambre, je dis bonjour. Quand je ressors, je dis au revoir. Quand il y a personne, comme s'il y avait quelqu'un. Et depuis, je sais pas, il y a rien qui se passe de troublant. Il y a plus d'objets qui tombent, il y a rien. Oui, ça peut être une façon de faire, justement de créer une relation avec cette entité, que certains la considèrent comme vraie, d'autres comme pas du tout vraie. Mais pour vous, si ça peut être vraiment une solution parce que c'est le temps, il est temps de dialoguer là, soit avec vos parents, soit avec des psychiatres, soit directement avec ce qui vous dérange. Mais je pense qu'il faut réagir. Surtout que là, j'ai dû arrêter l'école parce que je dormais pas. J'arrivais pas à dormir. Et même quand je dors dans une autre pièce, je sais pas, c'est dans toute ma maison que je sens ça. Et même si tu vas dormir chez quelqu'un d'autre, par exemple? Non. Là, sincèrement, c'est comme j'adore dormir à l'hôtel, des choses comme ça. C'est, Là, tu te sens serein, reposé. Chez moi, je sens comme si quelque chose, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de moi, comme si quelqu'un me voulait du mal, je sais pas. Pierre. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais je suis très perturbé d'en parler. On sent que t'es pas bien. Si, je te le confirme. Si, on sent que t'es pas bien et on ne peut pas te laisser comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça plus longtemps. Là, il faut agir assez rapidement, sinon tu vas mettre ta vie en l'air et c'est pas le but de la manœuvre. Pierre Massias. Oui, comme disait bonsoir Adrien. Bonsoir. Comme disait Renaud tout à l'heure, il y a extrêmement peu de cas de poltergeist, on va dire, c'est-à-dire même de poltergeist, donc disons rapidement en assimilant apparition, maison hantée, etc. Extrêmement peu de ce genre de manifestations qui sont qui présentent un caractère de dangerosité pour ceux qui les vivent. Il peut y avoir des picotements, c'est des petits machins, mais c'est absolument pas... Une armoire qui tombe sur quelqu'un, jamais dangereux. Ça s'est jamais vu. Non, et pourtant, à Rosenheim, si je me souviens bien, il y avait des choses qui tombaient, qui traversaient les pièces, sans jamais toucher personne. Et même dans des cas de poltergeist plus spectaculaires, ou avec jet de pierres, c'est-à-dire des pierres qui parcourent... elles arrivent dans ces ça ne touchait jamais personne. Ça ne touchait jamais personne. Ça tombait aux pieds des personnes.
personnes, Oui. mais sans jamais les toucher. Donc là, bon, c'est délicat de dire faut pas en avoir peur, parce que bon, quand on est dans la situation, c'est autre chose. Mais voilà, a priori... Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais comme je disais tout à l'heure, l'armoire, c'est une armoire, une grosse armoire, et qu'on emboîte. Et elle peut tomber, dans le pire des cas, que dans un sens. Elle est tombée en avant, alors qu'elle peut tomber que en arrière. Ouais. Donc c'est ça qui est intriguant, c'est ça qui m'a fait peur. Mais j'ai pas l'impression que c'est particulièrement à moi que cet esprit en veut, mais je sens une lourdeur sur moi, c'est vraiment atroce. Là, de toute manière, Renaud a tout à fait raison, et on vous communiquera les coordonnées de personnes, de psychiatres ou de psychologues, mais des gens qui connaissent les phénomènes paranormaux, qui savent en discuter dans le cadre de la parapsychologie et dans le cadre de leur pratique de la psychanalyse ou de la psychologie. Dans un premier temps, peut-être, je vais en profiter pour citer un bouquin. C'est Apparitions et Maisons hantées de Pascal Catala aux éditions Presse du Châtelet. Et déjà dans ce bouquin, vous allez trouver une approche de ce type de phénomène. Dans un premier temps, je vous conseille vivement de lire ce bouquin. D'accord, j'essaierai de le trouver déjà. Ouais. En allant, tu as Internet, Adrien? Oui. En allant sur le site que tu connais peut-être, psylande.org. Oui, je l'ai dans les favoris. Voilà, tu vas retrouver ce bouquin, tu auras toutes les coordonnées. Je le mettrai en évidence sur l'émission. Ouais. Bon, maintenant, on discutera de ton cas plutôt par téléphone avec Renaud, et éventuellement, je pense immédiatement là pour dire il en existe, je pense à Bernard Auriol qui est psychiatre, médecin psychiatre sur Toulouse, qui peut très bien parler de ce genre de phénomène. Il y a Paul-Louis Rabéron qui est médecin psychiatre sur Lyon. Il y a Djouar Sihamed qui est psychologue, psychanalyste sur Paris. Et des pointures dans le monde du paranormal. Voilà, et qui ont Djouar Sihamed, Bernard Auriol, Paul-Louis Rabéron ont une expérience de terrain de ce genre de phénomène. Donc, on va rester en contact. Voilà, on va pas te laisser tomber, Adrien, d'accord? Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée en tout cas. À vous aussi. On a tes coordonnées, donc on te rappellera dans le courant de la semaine, j'imagine. D'accord? D'accord. Ok, bonne soirée, Adrien. Bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Nous allons conclure maintenant cette émission, mais avant de conclure, il faut que Pierre Massias et Renaud Évrard annoncent une conférence qui va se dérouler à Paris. Ça nous arrange, nous on habite à Toulouse ou dans le Grand Sud, Montpellier, Bordeaux, Marseille, tout ça, ça va être pratique pour y aller. Mais oserais-je dire que ça vaudrait vraiment le déplacement. Certes, mon ami, certes, mais bon, quand même. Mais quand même, une conclusion avant de parler de cette conférence, Renaud. Il faut vraiment, le dialogue est un facteur important pour se sortir d'une peur occasionnée par un phénomène d'apparition. Oui, c'est sûr, surtout que là, il était enfant, et c'est vraiment, c'est vraiment étrange que les parents n'aient rien perçu dans son comportement, de cette peur, et que finalement les choses aient pu s'envenimer comme ça et perdurer dans un monde de silence. C'est vraiment dommage, quoi. Oui. Pierre, cette conférence, elle aura lieu quand? À l'Institut métapsychique international de Paris, qui se trouve être la capitale de la France. Jusque-là, tout va bien. Donc, Renaud pourrait l'annoncer. Voilà, c'est ce qui s'appelle beauté en touche. Mais non, mais il est au cœur de l'affaire, je dirais. Renaud, alors. Tout à fait. Donc, c'est une conférence du psychologue américain Stanley Krippner. Elle n'aura pas lieu directement à l'Institut métapsychique international, mais au Forum 104, qui est une salle un peu plus grande qui se trouve dans le 6e arrondissement, vraiment en place centre. Et cette conférence portera sur le rêve télépathique. Donc, on sait que Krippner a beaucoup travaillé au Maimonides Hospital avec Ullmann sur toutes ces expériences qui ont mis en évidence la télépathie en rêve. Et là, maintenant, il a vraiment du bagage. C'est vraiment quelqu'un de très reconnu dans son domaine. Il a été plusieurs années de suite président de l'association des psychologues américains. Et
Et donc il rapproche ça dans cette conférence, les états, il rapproche le rêve télépathique d'autres états modifiés de conscience et de la pratique chamanique. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, mais je sais que c'est quelqu'un très compétent, ça sera sûrement intéressant, traduit en français en direct. Et puis voilà, ça va être pour le 3 mai. Je ne sais plus quel jour c'est, et c'est le jeudi. soir. Voilà, de 19h. De toute façon, ce sera sur le site psylante.org. D'accord, et Renaud? Aussi sur le site métapsychique.org. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Renaud Évrard. Un dernier mot, rapidement, Pierre. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à la conférence, Stanley Krippner a fait traduire aussi des bouquins en français, comme Les pouvoirs psychiques de l'homme, où il a participé à La science et les pouvoirs psychiques de l'homme en 86, qui faisait le point sur les études en parapsychologie en France à l'époque, et auxquelles il a participé, donc, et qui sont des incontournables. Merci beaucoup Pierre Massias. Tous ces renseignements, vous les retrouverez bien entendu sur le site psylande.org. Dans quelques minutes, vous allez retrouver la rediffusion des émissions de la journée sur Sud Radio. Et bien entendu, rendez-vous demain avec un grand rendez-vous. Maude Christen, à l'occasion de la publication de sa biographie, sera mon invité durant les 2 heures. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad au standard, Pierre Massias qui m'aide à la construire. Et merci à Renaud Évrard d'avoir participé à cette émission. Bonne nuit, à demain.